Salut à tous, Club Poker Radio est toujours à Marrakech pour le Sismix. Tout de suite, on va recevoir l'équipe du film de David Iquitaï, Fabrice Zerba, Harper et Davidi lui-même. Et ensuite, on aura le comique Az. A tout de suite. Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Et bien salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct et toujours en compagnie de mon chichi. Coucou mon chichi, comment ça va? Coucou mon comanche, écoute, ça va très bien, petite séance de sport, on n'a pas dormi, on a picolé. T'as pas ta voix du matin? T'as pas ta voix du matin là? Non, je suis bien. Je suis bien. Eh ben, ouais, je sens que t'es frais. Oui, je t'ai vu faire du sport ce matin. Il y avait tout le monde, il y avait Harper à la salle de sport. J'ai jamais vu autant de monde à la salle de sport. C'est pas ce qui se passe. Là. Le summer body, les gars, ça se prépare avant, hein? On est toujours à Marrakech. On est en direct de notre petite villa et nous avons le plaisir de recevoir toute l'équipe de tournage de Davidi's Movie. Davidi Project. Avec featuring Kevin Nobla Harper. Salut les gars, comment ça va? Écoute, pas mal, wow. Il a déjà sa voix d'animateur. Il a sa voix du Club Med. Il était comme ça au Club Med. On est chaud aujourd'hui, c'est parti. La planche à voile, c'est là-bas. En direct du Sismix. À côté de toi, un petit nouveau, Fabrice Zareba. Salut Fabrice. Salut, ça va. Merci d'être avec nous. Enchanté. Ouais. J'ai pas eu le choix. Voilà. Ça, c'est la voix de j'ai pas eu le choix. On m'a Fabrice, dit. On m'a imposé ici. Il est 22h du matin pour Fabrice. Et à côté de toi, David Iquitaï, je sais pas si vous le connaissez. David Iquitaï. Il est là, le vrai. Coucou Dave, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. On sait que t'es content un peu de te libérer de tes enfants. On sait comment ça se passe. Bon, on va parler un petit peu de ce documentaire qui est sorti il y a à peu près une semaine, non? C'est ça? Ouais, 6 jours, c'est ça. 6 jours tout pile, qui retrace la vie du génie. Tout simplement, sobrement la vie du génie. Avant tout, Fabrice, toi, on te connaît un petit peu moins. Je vais pas te demander comment tu as commencé le poker, mais tu es dans ce projet. Toi, t'es plutôt réalisateur, c'est ça, de formation? Ouais, exactement. Ouais. En fait, du coup, je travaille chez Winamax et je suis réalisateur chez Winamax et donc je réalise toutes les vidéos pour Wina. T'as déjà placé 3 fois Winamax, hein, voilà. Il y a la caméra, on voit qu'il est chez Winamax. Et c'est vrai que Winamax est une boîte assez Winamax et donc. Winamax. Ne t'arrête pas à chaque vanne. Une vodka Red Bull pour Fabrice. Tu réalises toutes les vidéos pour Wina? Quel type de projet tu Ouais, bosses? quelques-unes. Après, pas toutes, parce qu'on donc du coup il y a Johan, il y a Guillaume qui bosse avec moi. On est plusieurs réalisateurs et moi on m'a mis sur ce projet qui était donc de suivre Davidi. On avait commencé en 2021 de le suivre. Ah oui, c'est aussi tôt que ça? Ouais. Ah ouais. Les premières images, c'est 2021. Après, on avait fait une pause et c'est vraiment en 2023 où on a repris le tournage avec Harper. Donc sur un an, c'était étalé sur un an. Et donc on a fait Las Vegas, Monaco, et ça se sent pas dans le documentaire finalement qui est cette trop d'écart. Il y a eu vraiment très peu d'images en fait. L'idée elle a germé, je pense, avec Davidi en 2020. On a commencé un peu à en discuter. Qui est l'idée de base? C'est toi qui voulais? Je suis allé voir Davidi effectivement en lui demandant, moi en tant que fan et ami, et Davidi, je trouve qu'il a un parcours tellement inspirant et en tant que joueur, je l'adore à la fois en tant qu'humain et en tant que joueur. Et voilà, je me suis dit s'il y a bien quelqu'un sur qui faire un documentaire, c'est lui. Donc je lui avais proposé cette idée et ça se ressent pas tellement dans le documentaire parce qu'il y a vraiment que quelques images de 2021. C'est quand notamment on est du côté du Mirage à Las Vegas où Davidi nous présente la première poker room dans laquelle il a joué, qui est devenu un espèce de barbecue géant. Donc on voit pas le temps. C'est un resto maintenant. Donc on la voit plus. Et sinon toutes les autres images effectivement elles datent de 2023. C'est pour ça que ça se ressent pas tellement. Ça a mis un peu de temps pour plusieurs raisons, que ça soit le Covid, que ça soit de la logistique. En fait, comme l'a dit Fabrice, on est 2 sur le projet et lui, il est seul à faire toutes les images, à faire le montage derrière. C'est normalement un projet sur lequel il faut une dizaine de personnes, sans exagérer. Donc c'est pour ça que ça a mis un peu de temps et qu'il a eu un taf phénoménal à faire, Fabrice. Fabrice, toi, tu venais de la télé avant, c'est ça? Exactement, ouais. Je venais des émissions comme Top Chef, j'ai fait The Voice. Et en tant que réalisateur ou en tant que candidat? Je peux faire une petite chanson, mais non, en tant que monteur. Je faisais vraiment du montage et à côté de ça, j'étais donc intermittent. J'avais une boîte et je faisais du clip en réalisateur. Et balance des noms.
comme artiste. Ouais. J'ai fait. Après, ils sont Allez, pas forcément test, super. Allez, test, test. test. Alors, Test. alors c'est Test. vrai qu'on les appelle artistes, mais c'est plutôt nous dans le. José voilà. Pinchetto. Tiken Jaffa Coli. Ah, Ah, ça non, va, quand même, putain. Michael Jackson, je sais pas si voilà, c'est deux trois mecs, voilà. Après, c'est connu pour nous, mais pour la nouvelle génération, je sais pas s'ils connaissent. Tu vois, Ouais, ce genre renseignez-vous un d'artiste, petit peu. Quand Bah, même. Tiken Jaffa Coli, pas mal connu en fac Et, de ouais, lettres. je faisais beaucoup de rap. Je pense qu'il y a beaucoup punk à chien. de La beaucoup de politique, c'est réals qui mal. commençaient aussi dans les clips de rap parce que c'est ce qui est peut-être le plus simple à faire. Il y a beaucoup de demandes. Et donc j'avais fait Cynic, j'avais fait pas Ouais. mal de rappeurs, This is la peste. Pour l'instant, on connaît personne. Ouais, vraiment. Et un mec connu. Et un mec connu. Et Vanupier, c'est un ami à moi qui fait du reggae. Il en fallait un. Là, voilà. Et là, Là, il en lui, il fallait est pas un. connu. Ah, il a lâché. Et, C'était un bingo, non? Il devait placer un nom là. Et du coup, c'était. Et j'ai fait le seul documentaire que j'avais fait avant, c'était Alpha Blondie. Ah, Ok. trop bien. Et donc c'était dans le même esprit que Davidi. C'était vraiment, on suivait toute sa vie. Au Mirage. Mais- Au au Mirage, à Las Vegas. Comment il allait jouer au poker. La musique. Les Shabbats et tout. Exactement. Tout ça. La même Ok. vibe. Toi, Dave, quand Harper il vient, il te propose le projet. Comment tu réagis? Est-ce que tu l'acceptes direct? Est-ce que tu dis bon, je vais me poser, je vais réfléchir? Parce qu'au final, c'est une décision. Enfin, c'est pas non plus que ta décision, parce qu'il y a tous tes proches dedans. Ouais. Ça se passe comment? Au début, en fait, Harper, il a eu une vision quelque part parce il connaissait un peu mon histoire avec mon père qui était joueur de poker et tout ça. Et quand je lui racontais, il disait oh, tu dois trop écrire un livre là-dessus ou en faire un documentaire. Et donc, quand il m'a proposé, j'étais là, je sais pas si ça va intéresser les gens et tout ça. Il me fait fais-moi confiance, ça va intéresser. Et puis, comme j'ai très confiance en lui, je me suis dit au pire, j'aime pas et je lui dis on le fait pas, tu vois. Donc, je vais un peu voir la progression. Et je l'aurais pas fait avec n'importe qui parce que c'est quand même un peu privé. Et puis l'élément qui m'a aussi fait pousser à accepter, c'est que je me suis dit, il y avait mon père et ma grand-mère qui étaient en fin de vie. Donc je me suis dit que ce serait beau de laisser un peu une trace quelque part d'eux. L'idée me plaisait par rapport à ça. Et c'est vrai que ce docu prend beaucoup de sens maintenant. Parce qu'ils sont partis il n'y a pas longtemps, donc juste après avoir été filmés quelque part. Donc Ça grave dans l'éternité, quoi. Exactement, voilà. Ouais. Et justement, quand tu fais un documentaire comme ça, ce que tu disais, c'est que soit tu t'ouvres totalement, soit tu le fais pas, en fait, finalement. Ouais, voilà, ouais. Faut te livrer à nu. Exact. Ouais. Après, je me disais aussi que je suis fier de mon enfant, je suis fier de mon entourage, j'ai rien à cacher. Donc, il n'y avait pas de raison. Et puis voilà, le gros boulot, c'est eux deux qui l'ont fait. Parce que moi, finalement, je suis resté normal dans ma vie de tous les jours. Et eux, ils me filmaient. Ils ont filmé tout mon entourage. Et donc, voilà, c'était pas trop contraignant pour moi, finalement. Comment ça se passe justement avec ton entourage quand tu leur as parlé du projet? Est-ce que, tu vois, ils ont accepté directement? Est-ce qu'il y en a qui étaient un peu plus réticents peut-être à passer devant la caméra? Parce que toi, tu as l'habitude des caméras, c'est ton monde. Mais eux, pas forcément. C'est vrai qu'ils étaient tous très positifs à l'idée de le faire. Ce qui m'a un peu étonné, surtout par exemple mon père, il n'aime pas trop parler en public et ça m'a un peu surpris qu'ils soient tous enthousiastes, qu'il n'y a personne, je pense, qu'on a dû insister pour les convaincre de le faire. Ce que je trouve impressionnant moi, dans la famille Davidi, c'est toute cette capacité d'analyse qu'ils ont. On leur pose des questions et moi je me disais, mais si on fait un reportage sur moi, qu'on vient de me parler de ma sœur par exemple, mais désolé Sœurette, je suis incapable en fait d'être aussi précis que toute ta famille. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'était impressionnant cette capacité qu'ils ont à dire, voilà par exemple ton frère, je savais qu'il allait prendre le poker d'une façon très analytique, il ne verrait jamais ça comme un jeu de chance, etc. Ta cousine aussi, Johanna, qui est très précise dans toutes ses analyses, et c'est assez fou, et ça correspond aussi, c'est ce qu'on retrouve aussi chez Dave à une table de poker, c'est fou, toute cette capacité que vous avez à vraiment être dans l'instant et à vous projeter sur les uns et les autres, c'était vraiment impressionnant. Et en plus, t'as une grande famille, c'est-à-dire que quand on voit les moments par exemple de Shabbat chez ta grand-mère, on voit que tu vois, c'est des grandes tablées, tes potes, tout ça, il faut aussi créer, que chaque personnage ait sa place et tout, et donc ça c'est plutôt... Ça c'est là où Fabrice vraiment est très fort, ce qu'on faisait c'est que nous on créait un peu les événements avec Davidi qui nous accordait sa confiance, on venait et on décidait voilà, aujourd'hui je pense que ça peut être bien d'interviewer telle personne, etc. Mais là où Fabrice est très fort, et c'est dans le montage où il a su, je pense, vraiment bien trouver une place à chacun, que tout le monde ait son mot à dire parmi toutes les personnes qu'on a interviewées, tout en racontant une histoire, et ça pour le coup coup de chapeau énorme à Fab pour tout ce travail là. Il y a eu des moments qui ont été coupés?
Il doit y en avoir, oui, forcément. Mais après, dès que Davidi nous disait couper, on la mettait quand même. Tu montres pas ça. Ah oui, je mets pas ça, un coup de chaîne. Des moments coupés, t'en as que toi, tu t'en as vu tellement. Il y a un mec qui est tombé sur moi au stade de Molenbeek qui a failli s'éclater la gueule. C'était dans le match. On l'insère au montage. On vous donnera les images. On veut bêtiser, on veut bêtiser. On est littéralement, on est au stade. Bon, c'est de la radio et c'est assez visuel, c'est con, mais on est au stade à Molenbeek. On est en train d'encourager le club d'enfance de Davidi qui joue pour la montée. Et là, il y a un stadier qui est devant nous qui nous a emmerdé tout le match. On ne voit rien. On est au premier rang, on voit rien parce qu'il y a un stadier devant nous. Et bon, le pauvre, il était vraiment pas en forme. Alors, je sais pas s'il avait bu un peu trop de Jupiler, mais il commence à remonter pour quitter le stade à 10 minutes de la fin. Enfin, et là, moment d'absence, son corps s'éteint et il s'étale sur moi. Mais non. Mais Fab a toutes les images. Tu lui as sauvé la vie. Ouais, en fait, c'est ça, je l'ai vraiment rattrapé, mais il faisait 200 kilos, frère. Il perd sa chaussure. Et après, le mec revient à lui, il s'en va, mais il oublie sa chaussure. Il oublie donc sa je lui cours- chaussure. Le mec était, on était sur la Jupiler là, je pense. Et au début, on l'a mis au montage. Après, on a fait non, mais ça se fait pas. Ouais, avec la musique de Bénil, ça passait pas trop. Là, c'est trop. C'est trop. On n'a pas parlé aussi, mais parce que là vous avez l'idée entre vous, mais comment vous le proposez à Wina, le doc? Bah, c'est tout simplement, eux ils sont toujours ouverts, et ça c'est ce que j'ai adoré moi dans toute la relation que j'ai eue avec Winamax, c'est que quand tu leur proposes un projet, globalement ils disent oui, ils adorent toutes les idées, et c'est un peu le même état d'esprit que Davidi, c'est fais-le, au pire si c'est pas terrible on fera autre chose, mais en gros Winamax a toujours ce côté les gars faut tenter, faites des choses, allez-y, ils nous offrent aussi les moyens parce que ça coûte cher de mettre un tel documentaire en place, vous avez vu on est aux 4 coins du monde. Ça coûte combien? Bah, on peut le dire ou pas? Genre 1500 euros quoi. J'ai même pas le chiffre, mais bon, ça, on peut le calculer Ouais, ensemble si tu veux. Il ment très bien. On peut le calculer ensemble vite fait. Enfin, tu vois, Non, mais il y a un voyage à est-ce qu'on Vegas, est plus proche des 50 000 bah, plus que ça? au moins. Enfin, non, on doit être dans ces eaux-là, ouais, c'est ça. Bah, avec tous les voyages, tous les déplacements. déjà, tu comptes David- les voyages, puis Davidi les qui déplacements. prend un énorme chèque pour- Voilà, le chèque Davidi, le mien. C'est très cher. Hein. Fabrice était le moins cher. C'est possible. Non, mais déjà, juste avec les frais, etc. Ouais, c'est ça. Hors salaire, même, c'est ça, tu dois vite monter à 50 000. Les restos à Monaco. Ouais, ça, Monaco. Ah bah, c'est le Ah, cher, les frais- voilà. les frais de Allez, bouche, ça, les fameux. par exemple, à un moment, on a fait des restos de fou. Putain, il y en avait pour une tonne, je sais pas, un truc, une note à 500 balles, et on est là, on avait filmé. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas du tout la place au montage. Et pour la note de frais, on a quand même mis 3 secondes, tu vois, pour justifier. C'est bon, on peut le mettre. Il y a cassé dans le film, hein, les gars. Quand tu crées un documentaire comme ça, est-ce qu'au début, tu te poses vraiment avec une feuille blanche et Est-ce que quand on crée un documentaire, on doit faire un peu comme quand on crée un film, il y a quand même un scénario, tu vois, il y a quand même, tu sais où tu veux nous amener, c'est parce que finalement, là, tu nous amènes quelque part. Est-ce que tu écris quelque chose? Bah là, c'est là où moi je suis un peu débutant. Là-dedans, en fait, c'est la première fois qu'on se lance dans un tel projet d'envergure, et c'est là où j'ai eu la chance d'avoir Fabrice à mes côtés, parce que je pense que si je le fais avec quelqu'un d'autre, justement, je suis un peu parti peut-être un peu trop la va-vite, sans trop me poser avant. Alors oui, la trame, elle est là. On veut faire l'enfance de Davidi, comment il a découvert le poker. Mais finalement, c'est vaste. Et c'est assez chronologique, et le travail, il est sur les bonnes personnes, bien rédiger les questions d'interview. Mais heureusement qu'il y avait Fabrice justement pour rattraper peut-être l'inexpérience que j'ai sur un premier documentaire comme ça où tout n'était pas tramé, structuré, parce que lui, son expérience et surtout le talent qu'il a pour aller chercher les bons rushs, les mettre au bon endroit, ça a peut-être permis cet équilibre-là qui fait que si on vient à faire un prochain documentaire, je me poserai un peu plus en amont justement pour faire tout ce travail dont tu parles. Ouais. Parce que toi, Fabrice, quand il te parle de l'idée, est-ce que toi, t'imagines déjà t'as un montage dans ta tête de ce que ça va être, et donc on écrit en fonction de ça? Comment ça marche? Au début, non, c'était un peu flou parce que au début, on s'est lancé un peu comme ça. Comme on a dit, on a fait le premier tournage, mais la trame, la réelle trame, c'est les 1h30 voire 2 heures d'interview de Davidi à Bruxelles. Et moi, je suis parti de ça. J'ai dérushé les 2 heures. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec le logiciel de montage, on peut tout sous-titrer. Et du coup, j'envoyais à Harper des versions sous-titrées de tout avec le texte. Et comme ça, je pouvais aller chercher tous les mots-clés, tu vois. Par exemple, l'enfance, quand il me parle de son frère. Et j'ai regroupé, au début, j'ai fait peut-être 20 séquences, ou même peut-être 30 de tout. De Davidi, le génie, Davidi, l'enfance, Davidi, le foot. Et après, je suis parti de tout ça. J'ai regardé les séquences. Et j'ai envoyé une espèce de timeline, une espèce d'ours sur papier à Harper en disant tiens, on peut partir de là. Après, il nous parle du foot. Tiens,
bah, ça s'enchaîne bien avec le foot qu'on va aller voir à Molenbeek. Après, il nous parle de son école. Après, il y a son frère qui réagit là-dessus, son enfance avec son frère. Et c'est vrai que tout ça s'est bien goupillé parce que finalement, tous ceux qu'on a interviewés, et c'est là où Harper a été bon parce qu'il a posé les bonnes questions aussi et on avait les bonnes réponses pour faire après que tout s'enchaîne bien. Tu vois, il n'y a pas vraiment de bloc d'interview qui dure 10 minutes où il n'y a personne qui réagit. En fait, tout le monde rebondit, et c'était là où c'était un peu compliqué parce qu'on avait quasiment 25 heures d'interview, je crois, pour le doc. Il y avait des tonnes de rush. À la fin, j'avais mes plus de 2 téras de disques durs que je me baladais avec des sauvegardes un peu partout. Je me disais, si ça plante quelque part, on est mal. Et il y avait énormément. C'est vrai qu'on avait beaucoup de faudrait rush, te les filer, Dave. Toi, t'as pas vu en plus tout ça. Il y a Dave, du coup, c'est moi qui fais l'animateur. Mais vas-y. Fais-toi plaisir. Non, mais c'est vrai que t'as découvert, toi, des interviews en voyant la version finale du documentaire. Même des personnes, t'étais pas au courant qu'ils allaient apparaître dedans. Qui, par exemple? Il y a qui, par exemple, que tu savais pas? Par exemple, Eric Seidel, par exemple, je savais pas du tout qu'ils les avaient interviewés. Mais même, par exemple, les team pro de l'équipe, c'est pas moi qui lui ai dit il faut que tu prennes un tel ou un tel. C'est eux qui ont choisi, donc je savais pas du tout. Bruel, je sais pas si tu savais. Ouais, Bruel, je savais pas. Avec Cool Chain aussi, où tu savais pas et t'étais plutôt content de le voir. Qui tu savais du coup? Est-ce que tu étais là, David, pendant le doc? On parlait de voir ta grand-mère, de voir tes proches, de retourner aussi sur là où t'as grandi. Je sais pas, moi quand je retourne, c'est ton immeuble où t'as grandi, ça prend beaucoup d'émotions, enfin, tu vois, ça donne beaucoup d'émotions. Je sais pas, quand on te voit au bas de ton immeuble, hein, comment tu l'as vécu? Avec les petites briques sur le mur. Le petit endroit où tu faisais petite sur l'escalade. Ouais, j'avoue que ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Ça remémore des souvenirs. Après, voilà, moi je suis quelqu'un, j'essaye de vivre dans le moment présent, on l'a un peu vu dans le docu, et de penser plus au futur qu'au passé, on va dire. Mais j'ai eu un peu de nostalgie de revoir un peu cet endroit et de voir que ça n'a pas du tout changé, sauf la pelouse qui était plus tondue. Mais ouais, c'était des bons souvenirs. Et il y a autre chose qui saute tout de suite aux yeux, c'est ton statut de superstar. C'est assez impressionnant. Quand vous allez au stade, il y a tout de suite quelqu'un qui vient te voir, te demande un selfie. Ouais. C'est quelque chose qui, je sais pas, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment quotidien? Alors, au Sismix, je t'ai parlé 5 minutes hier, il y a un mec qui est venu prendre un selfie. Mais dans la vie de tous les jours, t'as comme ça, tu te rends compte un petit peu de après, l'aura que t'as. Superstar, justement pas, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas Superstar dans le sens, c'est pas Patrick Bruel ou Cool Chain. Non, mais Superstar dans le domaine du marcher dans la rue quand même, quoi. Ouais, voilà, ça va être, je sais pas, je passe toute une journée à Paris, on va peut-être me demander une photo dans la journée, tu vois, et c'est un petit dialogue parfois même pas de photo. Après, effectivement, pendant les événements au poker, là, c'est différent, tu vois, parce que le poker, ça reste une niche. Et voilà, les gens, ils viennent te parler de poker. Moi, c'est ma passion, ça me dérange pas, donc c'est cool. Mais c'est vrai si ça devient un peu trop, comme pendant le Covid, j'ai été à Saint-Trope et je sais pas pourquoi on m'arrêtait à chaque coin de rue. Et c'était too much à l'époque où on avait des masques et les gens ils te collaient à toi pour faire une photo. J'étais pas bien. Mais en règle générale, j'ai jamais ressenti que c'était too much. C'était pas trop intrusif. Et surtout en plus quand t'es en famille maintenant, ça doit être un peu chiant. Comment ça se passe quand tu l'as vu la première fois le doc? Déjà, je suppose que vous l'avez envoyé une version avant. Non, vous avez fait une prolo. Non, on l'a regardé ensemble. Bah, tu peux le raconter, Dave. On était à Monaco ensemble. Ouais, à Monaco, on a été, Caro et moi, dans sa chambre. On l'a visionné et on a été tous les deux bluffés un peu, j'avoue. Parce que moi, je savais qu'ils étaient bons. Bon, je connaissais mieux Harper que Fabrice. Bon, Fabrice, j'ai vite vu qu'il était bon quand même. J'avais le feeling. Fabrice de Winamax, c'est ça, hein? Exactement. Pour être sûr. Fabrice de Top Chef. Et en fait, ils sont vraiment bons. Ouais. Donc, c'était un peu, par rapport à ce que je pouvais m'attendre, c'était le top du top. Je me suis dit, ils sont deux. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi pro aussi, les images, tout, la qualité du docu. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de perfectionnisme. Et puis voilà, ouais, c'était un peu, je sais pas, je me sentais comme à mon mariage. C'était bizarre, tout le monde dit du positif sur moi. Ouais.
je me sentais bien comme ça. Ouais, Ça manque de mecs qui disent que t'es un connard quand même. Ah, alors qu'en vrai. Mais j'ai lu en plus ça, c'est vrai, il y a eu un commentaire par exemple sur Club Poker dans le thread où il dit, où il y a quelqu'un qui dit, il n'y a pas ce côté négatif, donc ça fait un peu documentaire infomercial. Bah, un peu les documentaires qu'on voit sur les sportifs, tu sais, qui financent eux-mêmes leurs docs. Honnêtement, tu vois, il y a la phrase d'Adrian Mateos qui dit, je n'ai jamais vu faire Davidi, j'ai jamais vu Davidi faire quelque chose que je n'aime pas. C'est assez impressionnant, mais honnêtement, il peut y avoir des personnes bien. D'accord, parfois il y a juste des personnes bien, c'est le cas de Davidi. Ça arrive quoi. Et on a juste pas grand chose de négatif à dire sur lui quoi. Ils vont trouver dans les commentaires, t'inquiète pas, toujours ils trouvent. Pareil, pour revenir dans le docu, il y a un truc qui est assez cool à voir, c'est tes débuts dans le poker et que t'étais perdant, enfin tu vois, de voir la réalité. Parce qu'en fait les gens ils pensent que t'es arrivé et que t'es assis à table et t'as dit toi t'as dame 7. Voilà, et qu'en fait c'était dame 6. Mais tu vois en fait la réalité que t'as passé des moments vraiment t'as galéré au début quoi. Ouais. Et de voir ta progression, et pareil ça te ramène un peu dans le temps de voir aussi le joueur que t'étais à l'époque, et bon, ça allait relativement vite quand même. Non, ça allait... Ouais, c'est ça, et c'est pour ça aussi qu'après quand on me demandait t'as commencé où le poker, je disais tout le temps j'ai commencé à Los Angeles quand je suis parti avec des amis. Et mes amis me disaient pourquoi tu mens, t'as commencé avant ça. Et c'est vrai qu'avant j'avais déjà commencé, mais pour moi le poker ça a été, comme il a dit mon pote là, que je lui ai dit que c'était un déclic, que j'ai eu le déclic à Los Angeles, parce que pour moi c'est à partir de ce moment-là, je suis revenu de Los Angeles, j'ai direct commencé à gagner. Et avant ça, effectivement, j'avais 2 ans que je jouais pour le plaisir avec des potes. Et puis même à Los Angeles, je jouais en ligne, où là, effectivement, je perdais souvent. Ouais. Mais c'est vraiment... ouais. Et puis on a quand même appris que t'as failli monter Amazon. Et ça c'est Machou, ça c'est vraiment ça s'est pas joué à beaucoup quoi. Je crois que Jeff Bezos a commenté, il a dit chier. Ouais, c'est vrai, n'empêche. C'est marrant là, c'est les aventures entrepreneuriales et tout. Bon, on a compris que finalement tu jouais beaucoup au poker à cette époque-là quand même. Ouais, ben figure-toi qu'on a perdu 40 000 € chacun. Ah ouais. Et on a galéré pendant longtemps avant de trouver un crédit à la banque. On a fini par en trouver un. Et on a tous perdu 40 000. Et moi, j'avais juste gagné 40 000 au poker. Et donc, j'ai mis tous mes gains dedans. Ouais, et un de mes potes, il a remboursé pendant 15 ans. Ok. Et l'autre, il s'est fait aider par ses parents. Attends, et voilà, ouais. Tu peux rappeler c'était quoi votre produit phare? Il y avait de la trottinette électrique. T'étais trop avant-gardiste. T'étais trop en avance en fait. En fait, on avait cette trottinette électrique qu'on vendait à 29 €. Attends, c'était pas il y avait à un 29 souci. €, il y avait Le mec avait... ok, on comprend les choses. C'était du 1%, et un centième. Solaire était à Bruxelles. Donc. En fait, donc on avait un site internet et une boutique qui était près de la Grand Place. Mais on était dans une rue, personne passait par là. Alors que t'allais à juste sur le rond-point. Il y avait un panneau interdit aux trottinettes. T'allais à 20 mètres de là, t'avais genre un monde de dingue. Et sur notre rue, personne passait par là. Et c'était l'horreur. Et donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un produit phare. Et donc on a produit cette trottinette électrique, nous coûtait 29. Et on la vendait à 29. On gagnait 0. Ok. Le but, c'était d'attirer du monde. D'accord. Peut-être pour ça que vous n'avez pas réussi. On a acheté un stockage de 1000 trottinettes électriques et on les a tous vendus, mais on a gagné 0. Ah, mais tu les as quand même vendus. On les a vendus, les gens venaient et ils achetaient juste ça, ils repartaient. Là, on a ils les revendaient au magasin d'en face, 49. Le principe d'une boutique. Du coup, c'était le principe de la boutique. En fait, il y a quelqu'un qui a pensé aussi le truc gagner de l'argent. Ah non, merde. Non, on vend, on achète. Bon, on finit avec les trottinettes, on fera un truc après. Les planches de surf, on fera les planches de surf à Bruxelles. Est-ce que ça t'a donné l'idée? Parce que souvent, tu sais, tous les entrepreneurs ont planté une boîte à un moment ou à un autre. Généralement, c'est comme ça que tu apprends tes échecs. Est-ce que derrière cet échec, tu voulais repartir dans d'autres projets entrepreneuriaux? Tu as eu d'autres idées, ou c'est vraiment, il n'y a que le poker qui a pris toute la place? Ouais, non, au contraire, même. Je me suis rendu compte que je n'étais pas bon là-dedans. Que je n'étais pas bon. Et du coup, ça m'a plutôt, on va dire, dégoûté de lancer un business. Après, ça peut changer. C'était quand même il y a 20 ans. Ouais. Oh putain, ça fait un coup. Ils jouent en limite, tu sais, à l'époque. Dans le docu, c'est vrai qu'en regardant, en te connaissant un petit peu, il n'y a pas tes potes parisiens. Tu sais, un peu tout ce groupe... avec qui tu traînais quand tu habitais à Paris. Ouais. Je pense à Hugo, Clément Tumit, tous les Brossolo et tout ça. C'était parce que finalement, il faut faire un choix et que...
Ouais, je t'avoue, moi j'ai pas pensé à un moment les intégrer dedans, alors peut-être c'est une erreur et tu me diras, Dave, si t'aurais aimé les voir ou pas, mais ouais, à titre perso, j'ai pas pensé les intégrer dedans dans le fil de ta vie, quoi. Ouais, finalement, ta vie parisienne, c'est quoi? C'est quelques années, Non, même pas, non, c'est vraiment quelques mois même. Mais après, effectivement, avec eux, j'avais un peu ce groupe poker, mais j'en ai eu d'autres, mais je les adore et tout. Mais après, c'est pas non plus. Oui, là, c'était famille. C'était la famille, le cercle vraiment le plus proche pour te découvrir. J'ai d'autres comme ça, amis, que je me suis dit, lui, on a oublié, j'aurais aimé qu'il soit dans le docu, des choses comme ça. J'ai des amis ou d'autres, par exemple, j'ai une cousine très proche qui a pas parlé, mais tu peux pas avoir tout le monde, il faut que les gens soient disponibles. C'est vrai que ta cousine, elle est très belle. Tu la mets devant une caméra. D'ailleurs, elle dit que je crois qu'elle fait des elle fait de la télévision. Elle fait de la télé. Ça sent qu'elle est à l'aise. Franchement, tu sens qu'elle est à l'aise. Et à un moment, je me dis, mais comment ces gens parlent aussi bien? Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. C'est ouf. Je veux dire, moi, je serais là, tu vois, et là, il y a un script. Ton frère, il parle pareil, tout ça. et ton frangin, il a aussi un côté cinématographique. Il est en place. Voilà, c'est assez fou de si bien s'exprimer et tout. Bon, il est avocat, tu me diras. Il est avocat, il est très philosophe dans sa tête. Il philosophe beaucoup, il s'exprime super bien. Et il a même fait il a étudié le cinéma la première année qu'il a fait, mais plus écrire des scripts justement, parce qu'il s'exprime très bien. En tout cas, c'est un peu ce qu'on ressent à la fin du docu. On a l'impression de faire partie un peu de ta famille. C'est vraiment le truc. On dit, en fait, maintenant, on connaît un peu tous les potes, tous les trucs, et tu rentres un peu plus toi dans notre famille. Je sais pas comment vraiment l'exprimer, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu Kevin. Exactement. En même temps, c'est l'idée. C'était ça, la vie du génie. Si t'arrives avec cette impression à la fin, c'est qu'on a bien fait le taf, je pense. Il manque son numéro à la fin. Ouais. Après voilà, c'est ça. Vous pouvez aller le voir, lui demander la photo. C'est bon, on est dans la famille, comme tu dis. On est avec Dave tous les jours, mais en même temps, et il s'est tellement livré. C'est vrai que c'est un exercice pas forcément évident, et je le remercie à chaque fois pour cette confiance vraiment qu'il nous a donné, parce que là c'est fou, c'est une ouverture sur vraiment toute ta vie, et moi j'adore vraiment, je vais un peu me répéter, mais de la philosophie qu'il a et que sa famille a vraiment savoir analyser et décortiquer là où ils en sont. Tu vois, quand tu dis que t'as un peu les valeurs de ton papa et de ta maman, que t'as pioché un peu chez l'un, chez l'autre pour te construire, mais c'est avoir un recul sur sa personne qui est fou, quoi. Moi, mon recul, c'est celui que je prends avec les 3 vodka Red Bull dire. Je trouve ça vraiment impressionnant, vraiment d'avoir cette faculté à s'analyser et puis pouvoir le retranscrire derrière. C'est marrant quand on voit ton père parler d'un côté, ta mère parler d'un autre côté, on te cerne plus toi. C'est-à-dire, on voit le côté ton père qui était un peu gambler, un peu je prends la vie à pleines dents, tout ça. Ta mère qui est plus cadrée, tu vois. Ouais. Et après, on te retrouve toi. C'est vraiment la parfaite symbiose des deux, quoi. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu des galères pendant le tournage? Il y a eu des moments de galère, un peu des petits moments de stress? On n'est pas trop stressés, nous. Globalement, on n'est pas trop stressés, nous, franchement. Ouais. Nous, on est assez tranquille, franchement, dans le taf de tous les jours. Et puis, je pense que David est un peu pareil. Oui, il va pas faire de la grosse ça. Non, des galères, honnêtement, je vais pas te mentir, mais je pense pas. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que t'as quand même le temps. Ça dure 1 an. T'avais pas de deadline? Non. À la fin, il commence un peu à gueuler. Ça commençait à. Les gars, faut le sortir. Ça fait 5 ans, les gars. Ça en est où, tu sais, les petits messages toutes les semaines? Bon, ça en est où? Mais. Non, globalement, et pareil, on pouvait, si on avait dit faut rajouter 10 jours de tournage parce que là ça fonctionne pas, on avait le droit aussi, donc on a. Faut aller à Macao. Oh merde. On a vraiment une liberté assez incroyable, et ça nous a permis de pas avoir tellement de galères, parce que si un truc fonctionnait pas, juste on le jetait et on recommençait plus tard. Donc franchement, on a été très libre, et merci à Winamax pour ce projet et pour la liberté vraiment accordée. C'est exceptionnel. Et ça permet, tu vois, de dire non. Et d'ailleurs, juste, je sais pas, vous l'avez montré au boss en premier, vous l'avez montré à qui en premier là-bas? Non, même pas. On l'a montré à ceux qui gèrent un peu tout ce qui est projet vidéo chez Winamax, savoir Jimmy et Cédric. Les réseaux aussi sûrement pour communiquer exactement, dessus. Mais les boss, ils sont comme des fous, mais ils vont le voir aujourd'hui pour la première fois. Ils l'ont toujours pas vu parce qu'ils sont occupés de fous. Ils l'ont pas encore vu. Je les ai croisés hier et je voulais leur demander. Non, ils l'ont pas encore vu, mais ils sont parce que moi je les ai croisés hier, ils m'ont dit que c'était super.
Et non, avec l'Euro qui arrive, le Sismix et tout, ils sont évidemment très, très occupés. Mais là, ils vont le regarder aujourd'hui. Donc ce soir, on saura si on est viré ou pas. Et j'espère qu'ils seront pas pour les budgets engagés. Il y a forcément un moment où tu disais vous étiez chill, etc. Mais il y a forcément un moment où tu stresses, c'est la veille de la sortie, le jour de la sortie du doc. Ouais. Là, c'était il y a 6 jours, on le disait tout à l'heure. Ça se passe comment? Un peu tous les trois, tu vois, c'est quoi déjà, enfin, comment on décide de quel jour ça sort, tu vois, il y a toujours cette petite pression aussi des réseaux, de l'heure, etc. Et c'est quoi un peu les attentes, quoi, à ce moment-là? Comment ça se décide? Déjà, moi, c'est voir où Fabrice il en est. Nous, on l'a vu à peu près 50 fois chacun le film, donc lui sûrement 200 et moi 50. Et donc, on sait plus exactement où on en est. Tu vois, on est là. Non, mais ce passage c'est pourri, il faut pas le laisser, ça faut le mettre. Qui c'est qui a l'idée de prendre Davidi aussi là? Je t'avais dit de prendre Alpha Blondy. Je comprends rien. Et donc, il y a déjà toute cette phase où t'es un peu perdu alors qu'une semaine avant, tu trouvais ça génial. Et est-ce que ça va marcher par marcher? Donc, effectivement, le stress monte. La date, on la décide. Histoire que tout le monde soit bien accordé chez Winamax, donc la communication, le marketing, on prévient aussi les médias français, que ce soit Club Poker et d'autres sites, pour que ça soit un peu coordonné, pour qu'il y ait une belle sortie, parce que voilà, c'est un projet qui a demandé beaucoup d'investissement, donc on veut pas maintenant le balancer sur YouTube et que ça traîne. Par exemple, si tiens, dans les galères, on a eu on voulait sortir également les versions sous-titrées anglaises et espagnoles simultanément, mais la boîte de traduction n'a pas pu nous les envoyer à temps, même si elle a fait un taf énorme sur la traduction française pour que ça soit rapide. Donc ça sortira là dans quelques jours, il y aura les versions sous-titrées. Tu nous l'as envoyé, ChatGPT, en closant 5 minutes. Le B, il est passé Bruit de chèvre. De goat, très bon. Et donc il y a toute cette phase-là. Après, voilà, on avait un rétro-planning du coup qui était très précis. Et 2-3 jours avant, c'est seulement là qu'on a livré vraiment la vidéo finale. Nous, avec Fabrice, on s'est retrouvés, on allait se faire un bête de resto histoire de fêter la fin du reportage. C'est-à-dire, tu devais être une certaine émotion quand même à la fin. Ouais, c'était vraiment la fin d'un projet, c'est le petit bébé. Alors après, David dit, c'est bien, comme tu dis, voilà, on pose-nous chacun la question parce qu'on l'a vécu d'une façon différente. Nous, c'était vraiment l'accouchement, le petit bébé, on était quand même fiers. Et après, il y a un moment où tu as envie que les gens le voient et d'avoir des retours. Et là, je t'avoue que tu as un peu commentaire d'amour aussi. T'es là, bon, est-ce que ça plaît? Dites-nous si ça vous plaît ou pas, parce que je suis allé chercher le premier premier commentaire négatif. Franchement, il y a beaucoup de commentaires positifs. Il y en a des négatifs. Il y en a un peu. Il y en a toujours. Mais honnêtement, non, l'accueil a été formidable. Et le jour même, évidemment, c'était le gros stress. Donc tu fais F5 pendant, tu passes 2 heures sur YouTube à faire F5. Et en fait, t'as mis la vidéo en ligne depuis 8 minutes. Elle dure 1h36 et t'as déjà 2 commentaires. T'es là, t'es content, mais t'es là, niquez-vous, vous avez pas regardé. Premier first, le fameux first. Non, je fais un vrai commentaire, frérot. Mais vraiment, tu passes la journée là, j'ai dû rafraîchir, j'ai dû faire à moi seul 200 vues. Donc moi, c'était comme ça ma première journée. C'est évidemment comme tout le monde, quand tu sors quelque chose, refresh et attends, et t'as besoin d'un peu d'amour, c'est normal. Moi, c'était marrant, j'ai regardé les commentaires et donc il y a un mec qui fait David dit meilleur joueur du monde, et un mec qui répond, il fait ah ouais, je vois meilleur joueur du monde. Est-ce que t'as déjà entendu parler des nouveaux joueurs comme Tom Dwan? Isildur et Tom Dwan. Il est à la page, il n'y a pas à dire, il est à la page. Toi Dave, on le disait, tu t'es livré totalement, et en plus il y a tes proches. T'as refresh aussi les commentaires une tonne pour voir ce qu'on allait dire. Est-ce que parce que tu vois, toi ça touche réellement personnellement, est-ce que les 2-3 petits trucs négatifs, t'arrives à les mettre de côté, ou c'est ce qui te reste en tête? C'est toujours un peu dur. Ouais, non. Non, moi je suis ok avec ça. Ouais. Je pars du principe qu'il y aura toujours des haters. Ça, franchement. Donc je regarde quand même les commentaires et franchement, je sais pas estimer en pourcentage. 95%. Ah oui, au moins vas-y, 95% de positifs. Et les négatifs n'ont pas été très... Je sais pas, ils m'ont pas convaincu. Parfois, tu peux dire quelque chose. Tu peux faire une critique. Non, monsieur, je n'achète pas. Tu peux faire une critique. Réponse de David, tu ne m'as pas convaincu. C'est énorme. Pardon. Parfois, tu peux avoir une critique constructive. T'es déjà allé sur les réseaux sociaux, toi? Ça peut arriver. C'est vrai que ça peut arriver. Des fois, il y a des insultes au milieu, mais ça peut. Ça peut, mais là, c'était pas le cas. Donc, et je sais pas, après le docu, c'était même pas tellement important la réaction des gens pour moi. Pour eux c'est différent, tu vois. Mais pour moi, j'étais en mode ça y est, quoi. J'ai mon truc qui va rester. J'ai mon souvenir. J'ai mon souvenir qui va rester, qui va vieillir d'une certaine manière différemment. Si demain je gagne le main event des World Series, il va vieillir très positivement.
Et puis voilà, et c'est un truc qui va rester et qui me fait plaisir quoi qu'il arrive. Donc Et c'est pas aujourd'hui, le plus important. Aujourd'hui, t'as des bracelets, t'as des titres et t'as un documentaire sur toi. Qu'est-ce qui reste à faire en vrai? T'as un Wikipédia. C'est quoi? Non mais qu'est-ce Le main event. Gagner le main C'est le event. main, gagner. Mais on sait que le main c'est ultra vraiment important pour toi quoi. Et ce serait un échec pour toi si t'as pas forcément la win, mais une TF. Si t'as pas de TF, tu penses que tu te sentirais un petit vide un peu dans ta carrière? Non, je sais pas t'expliquer, mais une TF, je me contenterais pas d'une TF. Ok. C'est bizarre à dire. Quoi. Moi oui. Genre ce serait le. Ouais, parce qu'en fait quand t'arrives en TF, ça y est, tu vas le gagner en fait. Mais d'ailleurs c'est marrant parce que je parlais avec Mika quand il a deep run le main, tu deep runais aussi. Et on était à la table juste à côté. Et moi j'ai vu que j'avais un peu d'action, je l'appelais tout le temps. Voilà, ce que t'as fait, c'est nul. Mais il y a des vidéos, on s'en fout, t'avais dit. Non, et il m'avait dit que t'avais genre ton bust, vraiment c'était un bust très dur, c'était assez dur parce que c'était ton plus gros deep run du main. Non, c'était. Ouais, en plus, c'était dur. En fait, j'ai l'impression que je progresse chaque année. Souvent, t'as besoin de le vivre. Quand tu fais un deep run sur le main, ça t'apprend beaucoup de choses. L'année d'après, t'es plus fort, t'es habitué tu comprends des choses. Et j'ai fait 2-3 erreurs. En fait, j'ai eu comme ça au jour 5, donc j'avais jamais atteint le jour 5 et j'étais là, enfin, jour 5. Enfin, je vais le gagner. La libération. Et j'avais ce truc où j'avais dit que si j'atteignais le jour 5, c'est bon, je vais le gagner. Oui, tu le dis à un moment donné. Et là, j'arrive au jour 5 et je sais pas, je vois qu'il reste 200 joueurs, c'était juste avant un break. Je vois que je suis une fois et demi l'average et je vois la tête des gens à ma table. Ils sont tous nuls. Et je me dis, putain... Mais je dis putain, mais c'est pour moi cette année. J'ai eu une vision que j'allais le gagner. Ouais. Wow. Je suis revenu du break en 2 heures, ils m'ont tout pris. Quoi. Ah ouais. Les salauds. Et en fait, mentalement, il y a eu quelque chose, une erreur. Il faut vraiment, c'est l'erreur classique, c'est il faut voir niveau par niveau le main. Tu peux pas avoir une vision trop lointaine. Ouais. T'as mis trop d'émotions, t'étais euphorique en fait, quoi. Ouais, j'étais déjà en table finale, j'étais plus dans le moment présent finalement. Ouais. Wow. Et toi, à ce moment-là, tu le suis encore En fait, nous, on travaillait aussi pour Winamax pour les flashs, donc les petites vidéos quotidiennes de 10 minutes avec Fabrice. Fabrice de Winamax. Fabrice de Winamax. Et donc, on était là, on voulait absolument avoir les images de Dave, mais en même temps, on devait travailler sur d'autres choses, donc on pouvait pas être là en permanence, comme t'avais quelqu'un toi qui te suivait pour tes vlogs. C'était assez incroyable. C'est ça, donc... On a eu beaucoup de chance. Vous avez eu la chance d'être là. C'est horrible de parler de chance de ton bust, mais on a eu la chance d'avoir l'image de fin du bust. Après, il y a toujours un peu de magie du cinéma. Là, quand il met les mains en l'air, c'est pas au moment du bust, par exemple. On va pas tout révéler. C'est un tournoi en 2021. Voilà, l'escape, toujours l'escape. Mais voilà, on a eu désolé Dave, mais la chance effectivement d'être là à ce moment-là. Mais oui, on voit d'ailleurs quand tu te lèves, t'es abattu. Enfin, là, nous on est à côté, mais il y a pas un signe et c'est bien normal. Tu vois, tu pars. Tu vas pas là, surtout que mon bust était très tiltant parce que en fait le coup on voit pas bien là parce qu'on voit dès que le flop arrive, c'est que j'ai 9 blinds au début du coup, j'ai 10 valets suités et en fait j'ai au lieu de faire all-in, j'ai mis 4 blinds et demi, tu vois, je trouvais ça pas mal. Je sais pas. J'ai tenté. Si tu sais pas, je sais pas, David. T'es quel poste à ce moment-là? T'es cut-off, je crois, ça, non? Ouais, hijack. Ouais. Et au lieu de faire all-in, j'ai fait 4 blinds et demi. En fait, ça arrive à la big blind qui rajoute une blind. Il avait mal compris le raise. Je croyais que j'avais mis une raise. On lui dit non, c'est 4 blinds et demi. Il fait... Et il rajoute les 2 blinds. Il a mis au milieu. Ouais, okay. il a mis 4 blinds et demi avec As-7 off. Et si j'avais le shove, il aurait jamais call. Et ça m'a fait un peu tilter. En fait, le flop, il y a As-9-3, et moi, je suis content à ce moment-là. Je me suis dit, il a jamais il a presque pas d'As, il a rajouté. J'ai une folle d'équity de malade, tu vois. Ah ben, c'est bien que tu l'expliques, parce que c'est vrai que quand on voit la main, on se dit, c'est bizarre. Il a fait un bluff de ouf. 1h30, le mec est nul en fait. Nul. Ça fait 1h30 qu'on dit que le mec, il fait des calls hauteur 2. Moi, j'ai adoré en plus aussi, parce que juste avant, il y a Harper qui vient me voir, il me dit, vous avez le même stack avec Davidi 1%. Je fais ok, direct. 5 minutes après, il vient me voir, il vient de bust. Je crois qu'il avait déjà bust. Je crois que c'était une arnaque. C'était une petite arnaque. Magie du cinéma. C'est la vie.
C'est quoi la suite toi, Harper, enfin tous les deux, est-ce que vous avez déjà une petite idée d'un prochain docu? Même si vous êtes encore dedans, on est toujours dans un projet. Ouais, il y en a évidemment, vu le succès de celui-ci. Après, il n'y a pas d'autres Davidi dans Davidi 2. Davidi 2. Après, il y a des profils incroyables, mais il n'y a pas encore de longévité. Mais par contre, des projets, enfin moi j'en ai toujours de toute façon, mais ce sera pas la même chose, ce sera pas la vie de quelqu'un forcément, tu vois, ça peut être suivre des parcours, suivre un quotidien. Sur un événement, sur une année. Fabrice, toi je pense que t'es chaud pour repartir Carrément, à l'aventure. ouais. Donc c'est vrai qu'on en a parlé, ouais. Donc oui, ici il y a déjà des projets en tête, mais bon c'est un peu loin, on va pas. Quoi, les noms qui ressortent un peu, ou juste ceux, tu vois, t'as envie moi, en termes de si, kiff, je peux quoi. dire, franchement, un mec comme Adrian en ce moment avec tout ce qu'il fait, je pense que ce serait génial de le suivre. Avec le petit tweet de Joao dernièrement, qui a fait pas mal parler d'ailleurs. Ouais, exactement. Qui dit que Adrian est le meilleur joueur du monde et il le soupçonne qu'il deviendra le GOAT le plus grand de tous les temps. Donc effectivement, et voilà, ce sera l'intro alors qu'en vrai c'est Tom Dwan et Isildur. Donc c'est des jeunes joueurs encore, donc la nouvelle génération. Donc ça c'est un projet, mais c'est toujours pareil, on a beaucoup de travail à côté. Il y a l'émission 100% poker qui tourne, qui prend beaucoup de temps. Fabrice travaille sur le poker, mais pas que. Voilà. T'es encore sur Top Chef? Pas du tout. Non. Là vraiment, je suis 100%. Chez Winamax. La meilleure boîte de poker en ligne. Non, du coup, je fais vraiment que. Je suis salarié chez eux, donc je fais plus du tout des à côté de télé, de tout ça, quoi. Toi, t'es pas joueur. Comment t'as vu, juste au niveau de ton expérience, est-ce que tu joues quand même, tu kiffes le poker ou Je kiffe le poker parce que avant j'étais dans une autre boîte qui fait du poker aussi. Marrant, y a pas de nom là par contre. Comment t'as vécu un petit peu, tu vois, de voir le quotidien d'un joueur qui se déplace comme ça sur tous les events et tout? Est-ce que c'est une vie, un truc qui t'a fait kiffer? Est-ce que finalement tu te dis c'est pas pour toi? Comment tu l'as vu ça? Non, c'est franchement, je me dis qu'il a de la chance. C'est vrai qu'il vit de sa passion et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est vraiment sa passion et il vit pour ça et il est vraiment hyper investi dedans et son entourage l'aide et c'est ce qu'on voit à travers le documentaire, c'est que les gens étaient pas forcément au début. C'est vrai que quand tu dis poker, t'as l'impression que tu vas perdre de l'argent tout le temps et je pense que Davidi est très raisonné là-dessus et c'était vraiment intéressant de suivre tout ça parce que je me suis rendu compte que toute sa famille, sa femme aussi qui le soutient et qui est là présente pour lui et c'est hyper important d'avoir un cadre. Et il a une vie de famille, il arrive à avoir une vie de famille et pour moi c'était impensable d'être joueur de poker et d'avoir des enfants parce que c'est vrai qu'on est dans les quatre coins du monde et c'est compliqué et je trouve qu'il le vit et le gère super bien, quoi. Merci beaucoup à tous les trois, c'est un véritable plaisir de vous avoir dans cette émission. Davidi, encore bravo pour de t'être livré de cette façon. Et puis les gars, bravo parce que vraiment merci. Et juste il faut que Davidi réponde à la question que tout le monde pose. Les gens sont là, mais attends, pourquoi ce film? C'est ta fin de carrière ou pas? Mais non, c'est vrai. Il a pas gagné le main event, tu peux pas s'arrêter. Le mec dans le documentaire, il dit qu'il va jouer toute sa vie. Il a dit qu'il lui reste au moins 30 main events. Ouais. C'est ça, je leur réponds que c'est pas constructif comme... Parfait. Et le mec s'excuse. Il a dit pardon. Merci beaucoup, c'était un véritable plaisir. Et puis profitez bien de Marrakech et de votre Sismix. Bonne nuit à toi, Fabrice. Je vais aller me coucher juste après. Et puis nous, écoutez, on se retrouve un peu plus tard pour la suite. À toutes. Bisous. Salut les gars. Bisous. Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. On n'a pas commencé, qui se fout déjà la gueule de nos... du jingle. Déjà, on a pris cher. Il est bien. Il est bien. Le premier bluff qui passe ça, pas. Déjà, on sait, les mains comme ça, tu vois, c'est pas la sincérité, elle est pas là. Je regarde en haut à gauche. Non, Davidi nous a appris. Ouais. Ça, c'est j'ai rien fait, monsieur, j'ai rien fait. On est toujours à Marrakech, on a le plaisir d'être en compagnie de Az. Salut Az, merci d'être avec nous. Merci Az. de me recevoir dans votre petit palace. Je savais pas que vous étiez construit une petite maison comme ça. Palace-ounette, voilà, nous on a un palace dans le palace. Très sympa, écoute, merci. On est très content de te recevoir pour ton nouveau livre que tu as écrit, Comment j'ai gagné 10 millions de dollars au poker. Exactement. En 2 heures. Voilà. C'est ça. Sans savoir jouer. Sans savoir jouer, ça on va voir. Et avec une seule carte, je crois que c'était ça. C'est ça, ouais, c'est à peu près ça. Bon, on va faire un petit peu plus connaissance avec toi. Ouais.
Bon, pour ceux qui ne le savent pas, t'es humoriste. Exactement. Et t'as grandi en France. T'as grandi où exactement? J'ai grandi à Vitry-sur-Seine dans le 94, en banlieue parisienne. Est-ce que dès que t'es petit, tu fais des vannes? Est-ce que j'ai l'impression... Ou t'es réservé? En général, c'est quelque chose qu'on se... Tu sais, c'est pas une révélation d'un coup. En général, franchement, honnêtement, ouais, je fais partie quand même de la team de petits vanneurs, moi. Voilà. T'es drôle dès le début. Dès le début, t'es drôle. Le drôle relou. Enfin, ouais, drôle dès le début. Ou drôle en protection quand même, parce que soit drôle, soit rien. Ouais. Tu vois, pas le mec qui était genre non plus ultra beau gosse avec des abdos. T'es obligé d'être drôle, là. Pas le bagarreur. En même temps, les abdos à 5 ans. Pas trop bagarreur, normal, quoi. Drôle. Donc t'as la vanne défensive. La vanne défensive, ouais, exactement. Et tu grandis comme ça dans un... Tu grandis moche comme ça, tu grandis moche. C'est vers quel âge ça commence à peu près à aller? Parce que l'année dernière, je t'ai vu, c'était pas ouf. J'ai vu sur scène. C'était génial. T'étais encore en vanne défensive. Ta meilleure période, Covid avec les masques, c'était beau gosse de ouf. Ah, tu grandis avec tout de suite un rêve de faire de la scène, tout ça? Ouais, plus qu'un rêve, mais limite, je te jure que c'est vrai, je le dis souvent ça, mais une projection, quoi. Genre, je me voyais vraiment faire ça, quoi. Genre, c'est pour ça que même à des moments où il y a des gens qui me disent, putain, mais tu réalises le truc? Je dis, ouais, et genre, il n'y a pas tant d'enthousiasme parce que je me suis vraiment projeté là-dedans. Plus qu'un rêve, c'était de mettre un but devant 60 000 personnes. Au Vélodrome, je savais que ça allait rester un rêve parce que j'étais éclaté. Avec Paris en plus. Avec Paris, ça, et non, c'était une projection, bon, un rêve aussi, mais je suis très content. Comment tu l'as eu ce rêve? C'est-à-dire, t'as eu un déclic en regardant un humoriste en particulier? T'as tout de suite bouffé beaucoup d'humour, gamin? Je regardais quand même pas mal de spectacles, et puis j'avais ce côté-là où j'avais vite compris que j'avais pas envie de rentrer dans un moule de travail d'entreprise donc je voulais faire quelque chose d'artistique, ça je le savais. Et la chose qui me ressemblait le plus, c'était la scène, l'humour, le théâtre. J'aimais beaucoup aussi les films, les séries, toutes ces choses-là. Donc je me suis lancé là-dedans, quoi. C'était quoi un peu tes modèles quand t'étais gamin, d'humoriste ou même d'acteur? J'aimais beaucoup Gad. J'aimais, ça fait ouais, c'est bizarre. Ça fait très bizarre. J'aimais beaucoup Gad. Gad Elmaleh. Gad à une époque. Qu'est-ce qu'il était drôle. Respect à son âme. Non, j'aimais beaucoup Gad. C'est vrai, en plus, c'est au passé. Du coup, j'aime toujours beaucoup Gad, mais ça m'a donné envie. l'époque C'est l'époque de son spectacle. Bon, déjà Décalage et tout, mais ça j'avais 3 ans. C'est Papa est en haut. Papa est en haut, ouais. Décalage qui est, moi je trouve, c'est le meilleur. Mais Décalage, faut savoir, je crois que c'est 97, 98. Moi, j'avais 3 ans, je l'ai découvert 10 ans après. Est-ce que tu faisais partie, genre, est-ce que tu regardais avec tes parents ou pas? Ouais. Gad, c'était un humoriste que tu pouvais regarder avec tes parents. C'est ça. Et en général, tes parents, surtout quand t'as des parents qui viennent d'Afrique du Nord, ils se retrouvent dans les personnages des grands-parents de ça. Et moi, je sais que je regardais avec ma mère et elle pleurait de rire. Ouais. Et moi, je rigolais, mais j'avais pas les mêmes références, tu vois. Bien sûr, mais la fascination que j'ai eue aussi pour lui au départ, c'était qu'il avait ce truc-là, vraiment, il arrivait à faire rire tout le monde avec un humour d'observation assez simple, où tu disais, putain, mais là, il fait juste la tête de la caissière. C'est ça. Et on était tous morts de rire, tu vois. Mais c'était le détail, l'attention aux petits détails qui fait la différence à fond. Quoi. Avec quand même aussi, tu voyais tout le travail de mime, de gestuel, il est hyper fort aussi là-dedans. Là, je crois que c'était son père qui était mime. Ouais, c'est ça, son père. Ça. Et il vient de là, donc même en termes d'acting sur scène et tout, c'était fou, quoi. Donc Gad, c'est la première personne, c'est la personne qui m'a, je vais pas dire donné envie de monter sur scène parce que j'avais envie, mais qui m'a le plus donné encore plus envie, on va dire. Ouais. Et franchement, j'étais vraiment plus jeune, j'étais vraiment genre devant Gad, je me disais putain, c'est très fort ce qu'il fait. Et là, quand t'as cette envie, c'est quoi le premier truc que tu fais? Où est-ce que tu vas t'adresser quoi à une asso? Tu fais du théâtre? Ça se passe comment? Non, je fais pas de théâtre, moi. Je pars à 18 ans. Ça fait vraiment, mec, à 18 ans, j'ai quitté ma province. Si tu dis à la capitale, t'as habité à Vitry, t'as pris 2 stations. Ça va à la montée. À 18 ans, j'abandonne tout. Je pars à la capitale, j'arrive en plein Paris. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est rien, c'est à 10 minutes de chez toi en fait. Voilà. Non, on m'a dit reviens, mais je suis revenu du coup. Non, je pars un peu bêtement, je te jure, je tape sur internet comment faire du stand-up, c'est tellement nul. Et je tombe sur un gars qui s'appelle Alex Nguyen,
qui avait fait une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Bien sûr, ouais, de Ruquier. Ouais, que j'embrasse, hein, mais c'était pas non plus une star de l'humour, le gars. Mais à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu connais rien, j'aime pas dire ça, mais genre au showbiz, aux gens Je sais et pas tout par là, où commencer. non, mais même un gars qui a fait attention à la marche, frère. Il est connu, t'as envie de faire une photo. T'as fait de la télé. Ouais, voilà. Donc là, Alex Nguyen, c'est encore pas, c'est pas attention à la marche, c'est encore mieux. Genre, c'est le mec, en plus, il a fait pas mal de passages, t'es gaulerie. Il est dans ton domaine. Et il dans donne, ta branche. il donne des cours de stand-up à Pigalle, dans Ah, un là, tu endroit sens qui que c'est s'appelle l'entour- le Sonar. Je connais le Sonar. Ouais, tu Moi, je connais connais le Sonar. Mais Non, c'est pas le Sonar. possible. Il y a des trous, Personne ne connaît le il y a Sonar. des trous dans les murs avec des têtes qui sortent ou pas? Non, personne c'est ne- pas ça. Si un c'est pas le humoriste même connaît le Pigalle. Sonar, ça va. Si un mec comme toi connaît le Sonar, c'est très bizarre. Moi, je connais les bains douches à côté, juste à côté, Ah, les bains, le sauna humide. C'est les saunas. Et donc j'y vais, donc il donnait des cours pas chers, tu vois, qui n'ont rien à voir avec les prix exorbitants des cours Florent et tout. Et c'est en vrai de vrai, qu'on le veuille ou non, c'est la première personne qui m'a quand même mis ce premier pied à l'étrier là, même si je suis resté un mois, quoi. Et après, derrière, j'ai compris qu'il y avait un délire en fait à Paris de scènes ouvertes dans des restaurants, de gars qui ont un resto et qui disent putain, j'ai une pièce, je sais pas quoi en faire. Vas-y, monte sur scène le et fais des jeudi à blagues. 18h, je fais des blagues. Il y a 20 personnes, 10 personnes, tu viens, tu commences à faire tes premières blagues et j'ai commencé comme ça. T'as fait le Café de Paris ou pas? Café de Paris, bien sûr que je l'ai fait. J'ai l'impression que le Café de Paris, c'est une scène Passage obligatoire. Le Passage Café de obligatoire. Paris, attention, parce que tu vois, le Café de Paris, on en parle comme ça en rigolant. Le Café de Paris, quand t'es dans les débuts et que t'as joué que dans des petites. Ah, c'est c'est déjà un important, step c'est au-dessus. important. Ouais, t'arrives au Café de C'est- Paris, c'est t'es un à peu- l'Olympia. C'est un peu l'Olympia des petites salles, ouais, Mais c'est bien ça, sûr que oui, exactement. t'arrives au Café de Paris, c'est la folie. Tu vois, bon, c'est comme un mec, pour comparer au poker, qui fait des WSOP à Vegas Truc et tout, il arrive ici, il gaulerie. Mais pour un mec qui a joué que toute sa vie avec ses copains, il arrive au Sismix. C'est ton la table. Ça dépend toujours de où tu te bases. T'es en En fait. train de dire que ici c'est le Café de Paris, je comprends pas. Pour certains, c'est ça pas peut mal, être le certains, café, c'est pas mal. mais Café de Paris, je suis en train de te dire que c'est C'est très ça, bien. c'est frère. ça. Et il y a des gens qui ne sont jamais allés plus loin que le Café de Paris. Ouais. Faut le savoir, hein. Tu peux t'arrester au Café de Café Paris. de Paris, c'est quoi? C'est genre 30-40 places, non? Non, C'est plus. Je te jure, c'est plus. Café Ah, de je crois Paris, que moi, quand t'arrives- je l'ai fait, j'ai pas fait moi, mais je crois que je suis allé voir des gens et je crois qu'il y avait 30-40 places. Oui. Vide. Non, oui. Vide. Si on compte le nombre de places, c'est forcément pas le nombre de gens. Ouais. C'est ça. C'est ouais. C'est Mais, beaucoup de ouais, chaises. C'est genre vides. 80, Ouais. 90 places, je pense. Ouais, Et- donc ouais, avec Donc, 90 donc là, places, tu commences à monter sur les planches. Comment t'as appris à écrire aussi? Parce qu'au début, c'est pas facile, tu vois, si t'as pas eu une formation pour écrire tes Ouais. sketchs, comment ça se Au passe? début, c'est assez instinctif. Ça veut dire qu'au début, c'est assez un truc qui m'a fait rire et que j'essaie de le raconter sur scène. Et après, moi, je suis pas fan de trop de donner trop de technique entre guillemets à ce qu'on fait, même si c'est technique. Parce que je trouve que ça casse un peu la magie du truc. Et puis, tu as des mecs qui vont te dire alors en fait, c'est simple, t'écris une prémisse, t'as un act-out, un truc. Oui, tu peux découper ça comme ça, mais les premiers mecs qui sont montés sur scène, les stand-uppers et tout, ils ont fait ça, mais sans le savoir, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé aujourd'hui, si je prends mes premiers textes, on peut les découper techniquement, mais j'ai pas fait ça. J'ai fait ça sans savoir la T'avais déjà technique. l'instinct de Voilà. comment se construisait. Donc le j'ai truc. appris à écrire en étant sincère surtout et en racontant sur scène des choses qui moi me faisaient rire et qui j'essaie de faire rire avec. Putain, je viens de m'entendre pour la première fois dans le casque. Ah, mais depuis C'est tout vrai à l'heure, quand t'as dit Ouais, oui, et je là- m'entends et- bien. Et là, ça ne remarche plus. Mais en tout cas, c'est pas grave parce que je vous entends très bien. Et sachez Mais nous, que on vous avez t'entend. une Nous, on très t'entend. belle voix. T'inquiète pas, on t'entend. Et justement, donc t'apprends pas mal sur le tas. Forcément, il y a des bides. Ouais. Tu les vis comment, tu vois, ces premiers échecs où blanc dans la salle totale. Ouais. Mais honnêtement, c'est une question qui revient souvent, ça, parce que c'est normal, parce que ça, c'est un truc que les gens se disent, mais putain, moi j'adorerais faire ça, mais la raison pour laquelle je ne le ferais pas, c'est que un beat c'est dur. Alors Ça un te fait beat, trop souffrir. un beat, quand tu connais pas staff, c'est dur. Bien sûr, tu montes sur scène, tu parles pendant 3 minutes. Truc. Aujourd'hui, nous, moi, quand je prends un beat, limite, je peux même prendre du plaisir pareil que quand Parce ça que marche. tu sais comment Tu vas rebondir. savoir rebondir, Voilà, t'as les mécaniques. ça, et ouais. parce que surtout, je suis content d'avoir essayé un nouveau truc et que même à l'intérieur d'un beat, je me suis dit, putain, là, j'ai vu que ça commençait à prendre. Tu travailles en fait. Le beat, c'est un travail. Tu travailles, tu vois. Est-ce que justement, ouais, c'est ça ton défi, c'est-à-dire que tu lances ta nouvelle vanne, c'est un gros bid, et tu te dis, je sens qu'elle est quand même bien, mais il faut que je la réécrive, que je la Exactement, remaille. c'est exactement ça. C'est un truc où tu te dis, putain, ça,
ça a pas marché, mais je sens que ça va être très très fort. C'est vraiment une analogie avec le poker. Sinon, ça serait incroyable. Si à chaque fois que tu écris un truc, tu montes sur scène et que ça fait rire direct, on serait tous à 12 spectacles. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu avec une analogie avec le poker, c'est vraiment quand on parle des bad beats. Quelqu'un qui joue pas au poker, tu lui parles de bad beats, il te dit les bad beats. En fait, quand t'es joueur de poker, tu t'en prends en permanence et de certains mauvais coups, tu vas te dire ok, qu'est-ce que de bien je peux en sortir et Moi, quand j'ai commencé le poker, genre sur des coups genre un peu durs et tout, où tu vas perdre, je sais pas, un 80-20 et tout, tu vas te lever de table, tu vas raconter pendant 1000 ans et tout, tu vas être dégoûté et tout. Et je voyais des mecs qui jouaient vraiment bien, qui connaissaient vraiment ce jeu-là, qui, même sur des bad beats, se levaient. Bon, les gars, bonne chance, bonne soirée. Et tout. Je dis, il fait semblant là. Il va les taper dans Il a un peu le seum, je pense, au fond de lui. T'as toujours le seum. Ouais, c'est normal. Mais en fait, le gars, je comprends que pour lui, c'est une donnée qui est rentrée dans son cerveau. Le beat, c'est pareil. Pour moi, c'est une donnée qui est même pas. C'est même pas que j'ai accepté, c'est que c'est normal. En fait, ça fait partie carrément de mon taf, quoi. Et ça fait partie du taf, je pense, d'un joueur pro de poker, de perdre des coups comme ça pour essayer de comprendre, peut-être plus tard, truc. C'est pareil. Il y a une différence entre le bide, je pense, et le malaise. Est-ce que tu as un souvenir d'un truc que t'es fait sur scène vraiment où... on a été trop loin. Là où le malaise, il peut... je pense qu'il est plus dur. Parce que ça veut dire que peut-être il y a peut-être un truc que t'as mal géré. Non, j'ai des vrais souvenirs de bide malaise qui à la fois sont des bides mais qui se transforment en malaise parce que tu sens que t'es pas du tout dans un endroit où de base il devrait y avoir du stand-up. C'est que nous, quand on commence, et même jusqu'aujourd'hui, j'en fais de temps en temps parce que c'est quand même un truc qui fait kiffer. Et c'est un vrai défi, donc nous on a fait des plateaux dans des chichas. D'accord. Ah ouais, le plateau chicha. Et le plateau chicha, il est très simple. Il n'y a aucun rire de compassion. C'est soit tu tues la salle et les mecs... soit ils te détruisent. Les mecs, c'est pas qu'ils rigolent pas, c'est que tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose de grave. AK-47 dans les yeux et sort, et donc des tranquille. bides en chicha, j'en ai eu. Et tu sais, quand tu prends un bide et que tu entends que le bruit des bulles... Tu dis qu'est-ce que je fais là tu dis là c'est dur là. Donc et ça c'est des moments qui sont bides mais qui sont aussi malaisants et qui aujourd'hui à la fois tu vois on a même réussi à faire jouer Gad nous dans des chichas. Ah ouais. On a ramené Gad Elmaleh dans une chicha qui s'appelle l'UXS Comedy à Paris qui est une chicha mais qui est que le Comedy Club c'est un peu il y a une scène quoi. Il y a une scène et puis c'est là pour moi c'est la show où tu peux jouer le mieux quoi. Okay. Et ça c'est vraiment là-bas les gens ils savent mardi c'est comédie quoi. Mais par contre au début quand on a commencé à jouer en fait au début c'est passé un truc avec le stand-up, c'est que tous les mecs avaient un petit local ou qui avaient un trou dans le planning, la meuf de la soirée house elle est pas venue et ils voulaient tous faire du stand-up d'un coup. Mais on peut faire là, tu peux mettre 20 personnes, tu peux faire. Donc nous au début comme on avait la dalle on disait ouais, mais après au bout d'un moment je dis frérot là t'es une boucherie que t'as une boucherie en fait, tu vends des côtelettes. Tu vends des côtelettes, il y a une petite place de libre, ok, mais c'est pas pour faire des blagues mais quoi. Tu fais la caisse en même temps s'il te plaît. donc non, nous on a joué dans des endroits insolites. C'est quoi le plus insolite que t'aies joué? Dans une cave, on était 15. Il y avait. C'est moi. Et j'avais le rôle principal. Alors le plus insolite où j'ai joué, mais c'était quand même un kiff. Ça c'était un vrai kiff, mais franchement c'était très dur. On a joué à Roland Garros. Ah ouais, le public là c'est dur. Hein. Ouais, on a joué à Roland Garros. Donc déjà Roland Garros, t'as bien compris que même quand Nadal il gagne ou qui tu veux, le maximum de la joie c'est ouais. Donc c'est pas du tout l'endroit pour faire rigoler quoi. Mais sur le cours et tout, hein, j'ai fait de l'humour sur terre battue. Roland Garros. Oui, j'ai fait de l'humour sur terre battue. Pendant un match, c'est-à-dire qu'il y avait tout le public. Non, pas pendant le match. Non mais à la mi-temps d'un match. Avant le match. Avant le match, sur le cours, comme ça, ils avaient installé une scène. Ça, ils se sont dit c'est une bonne idée de faire du stand-up peut-être avant de commencer Roland Garros. Mais surtout que là en plus le public pour la voir. En plus là t'es devant tous les mecs, tous les péteux de Paris. C'est clair. Avec des chapeaux et des enfants, c'est ceux qui mettent les enfants dans les cubes là, dans les vélos. Tu fais pas des blagues sur les mecs au premier rang. Tu fais pas les blagues sur les mecs au premier rang quand Redouane. Tu peux même pas leur parler. Tu vas dire madame bonjour, vous faites quoi dans la vie? Elle te dire mais qui êtes-vous? Tu sais comme Redouane il fait comme ça. Eh fils de pute. Le mec c'est le PDG de Total avec et tout. Avec ton polo Christian Dior. Nique ta mère. Ah mais là ouais, là c'était un kiff ou un enfer? Non, honnêtement c'était un kiff parce que déjà on pouvait se la péter parce qu'on disait on joue à Roland Garros quoi, tu vois. Et puis ça a marché quand même parce que on a tous quand même un peu de bouteille, donc on sait rebondir dans ces endroits-là. Mais oui, c'est pas fait pour quoi. Je vais pas vous mentir, c'est pas fait pour quoi. Personne ne fait de l'humour sur terre battue de toute façon. Et l'humour, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on croit que c'est facile parce qu'en fait t'es très exposé médiatiquement, il y en a beaucoup
et en fait que tu fais rire tes potes. Alors donc, tu peux faire du stand-up. T'as vu comme ça des mecs se péter la gueule en club. C'est le plus frustrant pour moi dans mon métier entre guillemets. C'est ça. C'est ce que t'as dit là. C'est très intéressant parce que en fait le problème de l'humour, c'est que pour moi et j'en ai vu plein j'ai vu plein d'autres branches artistiques et tout. Pour moi, c'est le plus dur. Et c'est pas parce que je fais ça. Parce que faire rire quelqu'un, c'est très très dur. Et quand tu dois le faire sur 1 heure, 1 heure et demie, c'est très très dur. C'est un vrai travail. Et le plus frustrant quand tu fais ce métier-là, c'est que tu as plein de gens qui te regardent, des potes de toi qui te disent mais tu vois, Mika, là, t'as vu quand lui il peut remonter sur scène, non? Il est drôle en soirée. Regarde, il nous fait rire. Mais les gars, ça n'a aucun rapport en fait. C'est que ça n'a rien à voir. C'est que moi, j'en connais plein aujourd'hui des humoristes qui cartonnent, qui sont pas drôles du tout dans la vie. C'est un vrai taf. Enfin, c'est un vrai savoir-faire quoi. C'est pas l'autre qui est drôle en soirée et ça c'est très frustrant pour un humoriste parce que on a l'impression que très souvent on décrédibilise ce qu'on fait. Bien sûr. En parlant comme ça de l'humour. Ouais, c'est un humoriste, lui, c'est un humoriste. Genre, t'es un humoriste, t'as l'impression que t'es le clown qui parle. Il y a un humoriste, moi, je suis un humoriste. Il y a un peu ça aussi, tu vois, dans le cinéma où souvent on met la comédie comme étant un genre, un peu simplet, machin. Et par contre, les drames, c'est un peu la classe, le cinéma premium, tu vois. Mais c'est pas sûr c'est de faire une exactement très bonne ça. comédie. C'est exactement ça. Et tu vois, tu prends les Weber et tout qui ont fait des grosses comédies. J'adore ce barbecue. Ouais. Non, mais Et moi, j'ai fait une comédie au cinéma que je peux te dire que j'en suis sûr, c'est que c'est 10 fois plus simple d'écrire un drame sur mon frère, il a le cancer, il rêve d'être avocat. Tirer l'alarme comme ça, à la fin lui mettre une chimio et il meurt avec le code civil. Ah non, il meurt pas quand même. Que de faire un vrai scénario où ça doit rigoler à chaque fois. Le rire au cinéma, c'est une justesse qui doit être imparable. Et c'est vrai, il souffre aussi de cette comparaison-là, c'est une comédie, ils ont fait des gogoles. Non, parce c'est qu'en dur, fait, frère. je trouve que c'est vrai qu'en France, t'as quand même beaucoup de comédies qui sortent. Ouais. T'as quand même beaucoup de trucs qui sont éclatés au sol. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça rend pas justice aux ouais, mais c'est trucs pas qui peuvent en être France bien. en vrai. T'as vu, nous, les Français, on croit souvent que tout est en France. Ouais, c'est vrai que parce Mais qu'aux aux États-Unis, c'est c'est pareil. De toute façon, il faut savoir C'est que vrai. si on a un truc en France, aux États-Unis, il existe en x10. Ouais. S'il y a du talent en France, il y en a en x10 aux États-Unis. S'il y a des merdes en France, il y en bien a en sûr. x10 aux Tu États-Unis. regardes, c'est vrai que les comédies de merde aux Comédies de merde qu'il y a aux États-Unis. États-Unis. Et puis il y a des comédies aux États-Unis que nous, on va considérer comme des classiques qui n'ont pas marché là-bas et inversement. Et inversement. Par exemple, en France, si tu faisais les American Pie, des trucs comme ça, l'American Pie, tous ces American Pie. American Pie, ouais, je suis très français, moi. hein. American Pie. American Donc, Pie. je fais l'American Pie, tous Ouais. ces trucs-là et tout. Si ça avait été des conceptions, ça n'aurait jamais Je crois, marché en France. je crois qu'il y en a, ils ont essayé. Mais Il y a ça eu des marche pas en trucs, France, ce un peu, humour-là. tu sais, Pour eux, c'est de l'humour caca, ça, en France. Ouais. Le français va dire pipi gaga, Il moi n'y je regarde. a pas ces codes entre les télé. Mais d'ailleurs, en plus, Au ça a niveau du super, lycée, ça a aux super États-Unis, mal vieilli. ça. Bien Ça a sûr. très mal vieilli. Non, mais ces un film, comédies-là. un classique qui n'a pas très bien marché en France au départ, je crois, c'est Dumb and Number. Tu crois que ça a pas bien marché? Je crois qu'en France, au début, c'était pas fou, quoi. C'est un film qui a eu une seconde vie énorme sur les plateformes, en VOD, en DVD et tout. Mais quand c'est sorti au cinéma, le français du cinéma, il est parti, il a dit c'est quoi, de Gogol c'est et vrai Dumb que- and Dumber. Mais c'est surtout que, tu sais quoi, il y a un truc aussi, et c'est que les films, ils sont doublés. Et en fait, va Ça, c'est doubler vrai. Jim Carrey, Ça, c'est vrai. qui dans sa voix, dans sa gestuelle, et forcément, le mec fait sûrement un très bon taf, mais il est derrière un écran, il lit un texte, Pas et faux. c'est pas son Après, interprétation. tu je vois. trouve qu'au niveau des doublages, alors je sais pas si c'est un peu une manette de Proust et parce que j'étais ado ou gamin, mais je trouve qu'il y avait beaucoup plus de travail sur les doublages à l'époque, peut-être parce qu'il y avait moins de volume, Ouais. donc c'était plus précis. Ça doit être pour ça. Et que je sais pas, mais ça maintenant- doit être pour ça doit être pour le volume. Parce que maintenant, tu vois, bon, alors c'est très rare que je regarde des films en français, à part des films français, quoi. Mais le peu de séries où tu vois des petits bouts, c'est horriblissime. Et moi, je suis pas du tout tombé dans ce truc-là de tous mes copains du milieu et même des gens du cinéma et tout. J'ai toujours pas réussi à tomber dans le VO, moi. Ah ouais? Moi, je regarde tout en VF et franchement, je kiffe. Mais t'aimes pas avoir de te dire c'est la Et vraie mais- voix du mec. Mais plein de fois, j'ai regardé en VO et j'ai kiffé et tout. Mais franchement, après, moi, je suis pas bilingue. C'est-à-dire, ça me casse les couilles Ouais, de tu lire. lis Ouais. en permanence. Tu passes ton temps à lire. Et après, tu vois, il y a des moments où t'oublies, tu vois que tu lis plus et tout, mais je suis pas tombé dans ce truc-là. Et moi, par contre, le doublage, je pense que là où t'as raison, c'est que ça casse. Par exemple, quand tu regardes du stand-up américain,
Si ça avait été doublé, Ah ouais, je pense c'est que ça vrai, serait une c'est catastrophe. Ah, c'est horrible. Tu peux regarder Dave Chappelle en VOST avec les sous-titres, là, il n'y a Bien pas de souci. Mais si tu regardes Dave Chappelle qui parle, il y a un mec derrière qui dit « Hey, le mec est tombé dans le lac !» Tu dis « Ah ouais, mais là... » Et ben, je pense que ça souffre de ce Et truc-là, c'est vrai. Ça va arriver avec les IA. Moi, je pense que ça va arriver avec les IA. Ouais, mais avec on les a IA, vu c'est des- pas pareil parce qu'avec les IA, j'ai vu là une ce sera interview, la je voix crois, du de mec, hein. Kendall Jenner ou je sais pas quoi qui parle en français. C'est exceptionnel. Hein. C'est C'est sa sa voix, voix, c'est sa voix, c'est c'est son fou. intonation. c'est Donc en fait, je pense que Moi, je pense que ça arrivera à un moment. ça va arriver avec les IA, mais le problème, c'est que l'humour, c'est le seul truc où tu peux pas trop faire ça non plus parce que il y a des mots marrants. T'as pas le même rythme aussi. Non mais ouais, il y a c'est des rythmes, mais il y a des mots marrants qui sont pas que tu peux pas traduire. Genre je pense que je dis n'importe quoi, mais genre un Américain qui va dire ouais train chouan chouan, genre ça veut dire il est tombé. Et si en français c'est juste il est tombé, Ouais. c'est pas marrant Non, mais pareil. regarde, tu prends un exemple de Gad. Quand il prend son, tu sais, les accents pieds noirs, Exactement. bah genre comment tu vas traduire ça, tu vois, Exactement, il y a des trucs intraduisible. que tu peux pas percevoir si t'es pas de la culture de la personne, même si c'est traduit. Aujourd'hui, c'est qui un petit peu les comiques qui continuent à t'inspirer Bah Gad. Qui continue à m'inspirer Ou en tout cas qui te font ouais. marrer, ou qui te Tu font marrer. consommes beaucoup déjà d'humour au quotidien, t'en regardes beaucoup. beaucoup moins qu'avant parce que je pense que tu sais, t'as marrant, tout à l'heure on était en train de manger, il y avait un chef cuisinier à côté de moi et je lui ai posé une question, je lui ai dit mais est-ce que maintenant à chaque fois que tu manges, genre tu t'es dans l'analyse du plat, genre ouais les pommes de terre t'es pas assez fondantes et tout, et il m'a dit ouais. Et nous le stand-up c'est un peu pareil, j'ai perdu la magie du truc quand on fait trop, quand on voit trop, t'es plus dans le même mais ceux que je considère vraiment comme fort, c'est ceux qui me font oublier que je fais ce métier-là quand je regarde ça. Et non, aujourd'hui, il y a plein de mecs forts. Hein. Il y a tu regardes Ahmed Sparrow qui est très très bon sur scène. T'as des mecs comme Roman Fressinet. T'en as plein dans la nouvelle génération qui sont très bons. Mais je regarde pas mal de stand-up américain maintenant aussi. Et j'adore Dave Chappelle. Classique. J'adore Bill Burr. J'adore un mec qui s'appelle Trevor Noah aussi. Ah ouais, Trevor Noah. Ouais, Je me demande s'il a pas son spectacle sur Netflix, non? Ouais, il a un Trevor Noah, special, il présentait pas un late show ou un truc comme ça, si? C'est possible. Je J'ai crois pas que vu, c'est Si, possible. dites oui de la tête, s'il vous plaît, que Ouais. je me sente. Ouais, ok, ouais. Et il y a le Ils ont mec dit aussi, non. il y a le mec de. Je sais plus si c'est le mec de Kim Kardashian ou d'un mec de la famille Kardashian qui Ah. est humoriste. Il est plus maintenant, c'est plus son mec. C'était un C'était, rocker là, c'est une sorte de rocker. Le grand là qui. Comment il s'appelle putain comment il Je vais s'appelle pas vous aider, je suis pas Il dans se les les tape potins, toutes. là. Il se les tape toutes, Ah c'est un ouais. truc de ouf. Ouais, parce qu'il y a un truc aux États-Unis là qui me fait vraiment kiffer, c'est qu'aux États-Unis, stand-upper, c'est vraiment genre. Ah ouais, c'est la c'est classe. C'est pas c'est l'humoriste. C'est la classe, quoi. C'est la classe. Stand-upper aux États-Unis, ils se tapent toutes les plus belles meufs. Parce que c'est dans la culture, c'est très vieux. Ah ouais. Ils ont, Non, mais ils c'est ont des cette culture rockstars. du stand-up. Tu vois les mecs, ils arrivent dans des stades. Nous, on avait des Là, rêves. c'est sûr, quand tu fais dans la boucherie les chichas, c'est moins la classe que quand t'es dans le petit jazz club, tu vois, à New York. Ah oui. Pete Davidson. Pete Davidson, ouais. Voilà, Il a Pete bien un Davidson. nom à toutes les péchos. Pete hein. Davidson. Mais Pete Pete Davidson, il y a eu, c'était rigolo parce que du coup, quand il s'est mis avec Kim Kardashian avec Kanye West, là, ils envoyaient ouais, des ouais, gros ouais. des. Ah, Tu Kanye vois. West, c'est con. Pete Davidson contre Kanye West. C'est comme si moi aujourd'hui je me mets avec une meuf sur une bombe atomique et après je rentre en clash avec. Avec Brad Pitt, c'était son mec, tu vois, ouais, c'est ça. voilà, tu vois. Genre les mecs ils rentrent dans des vrais clashs d'humoristes, de trucs et tout. Donc il y a une valeur des humoristes là-bas qui est beaucoup plus forte que Mais là. au niveau de l'humour aussi, il y a un truc à changer, c'est les réseaux. Ouais. C'est un passage obligé maintenant. C'est un truc que tu kiffes, Ouais. t'aimes pas trop. Honnêtement, je suis pas fan. Je le fais parce qu'à des moments j'ai des idées que j'ai envie de balancer et que j'ai envie de faire rire les gens avec moi. Je le fais honnêtement aussi parce que c'est un passage obligatoire, parce que malgré tout tu peux être le meilleur stand-upper du monde, si t'as pas de communauté, il y a personne qui va venir dans ta salle. Malheureusement, en fait, ce qui me dérange, c'est pas que ce soit devenu un biais de communication ou de remplissage ou quoi, c'est que j'ai l'impression que c'est devenu le seul moyen. Genre, on ne propose pas d'alternatives différentes à
à des humoristes qui aimeraient ne pas passer par là, parce que pour moi déjà c'est pas le même métier. Il y a des gens qui sont très drôles en vidéo et qui sur scène sont pas très bons. Parce que c'est 1 minute. Voilà, et puis Et il y a du montage. Et puis aujourd'hui il y a un amalgame fort, c'est que tu as plein de gens des fois qui vont te dire hey, mais il est marrant l'humoriste là, Just Riyad par exemple. Tu vas dire ouais, il est gaulerie, mais c'est pas un humoriste en fait, c'est un mec, un créateur de contenu. Exactement. Mais les gens ils confondent tout. Dès qu'il y a un truc drôle, les gens ils disent c'est un humoriste en fait. Mais en fait, c'est ça pour le coup, je trouve il y a une justice qui se fait direct si en général le mec qui monte sur scène. Oui, Ouais, mais la scène ça triche pas. Mais oui, la scène ça triche pas, mais aujourd'hui tu vois plein de mecs aujourd'hui qui ont 700, 800 000 abonnés et qui au bout d'un moment se disent qu'est-ce que j'en fais parce que vas-y j'en suis là, et qui d'un coup ouvrent un spectacle et remplissent des salles. Bah, et même si c'est moins bien, comme les gens ne sont pas en train de regarder les spectacles aussi toutes les 2 minutes, ils pensent que c'est ça un spectacle et qu'ils ils vont faire mieux qu'un mec qui se casse le cul sur scène depuis 10 ans dans des comédie clubs et qui a des choses à dire lui, qui a un propos à dire, parce que l'humour ça reste quand même une tribune où il faut balancer des messages. C'est pour ça que c'est des stars aux États-Unis. C'est qu'un mec comme Dave Chappelle et tout, quand il monte, il se mouille les mecs. Hein, c'est pas, il avait fait des énormes polémiques. Des procès avec les LGBT, LGBTQ. Il a fait les procès, il a eu 10 000 procès avec des mecs. Quand il faisait l'affaire O.J. Simpson aussi, des trucs. C'est ça l'humour. L'humour, c'est monter sur scène, délivrer un message, pas dire j'ai raison, mais délivrer un message, essayer de faire avancer les choses, les consciences. Ça, c'est l'humour. Les vidéos. Ouais, mais bon, c'est pas la même chose. Mais est-ce que les vidéos, tu vois, par exemple, quand t'as, alors je sais pas si t'as un manager qui te, est-ce que t'as des mecs qui vont te dire bon là, ton spectacle c'est bien, tu vois, mais il me faut une vanne pour les réseaux, tu vois, t'écris spécialement pour ça, quoi. Ouais, ça se fait de plus en plus. Il y a un truc qui se fait de plus en plus, et là aussi, là où tu peux utiliser les réseaux avec bon sens, c'est tirer des morceaux de ton spectacle et les poster sur tes réseaux. C'est-à-dire que ton Instagram, ça va être que des passages à toi du spectacle sur scène, quoi, tu vois, plutôt que de faire des vidéos qui te ressemblent pas. C'est ce que tu fais d'ailleurs, toi, non? Ouais, moi je fais pas mal ça, mais je fais aussi des vidéos face cam à des moments sur des trucs, parce qu'il y a plus d'indulgence aussi. T'as vu sur une vidéo face cam où t'es juste là, putain, mais là vous avez vu, là, même si c'est un peu moyen drôle, il y a de l'indulgence. Si tu mets une vidéo de toi sur scène avec les lumières, le micro, et que c'est moyen drôle comme la face cam, là les gens vont se dire il est pas gaulerie. Ils vont pas venir au spectacle. Donc moi je fais un peu des deux, mais j'aime bien le côté vidéo de scène que t'extrais et que tu mets sur tes réseaux. Pour revenir juste sur ta carrière, t'as fait le Jamel Comedy Club. Donc ça c'est le moment qui fait la bascule entre j'ai envie d'être humoriste et ça y est, là c'est parti. Non. Ça c'est le moment où tu te dis bon là j'atteins un truc qui est mythique, qui est un peu plus palpable, qui est un peu plus réel. On est assez loin dans tes objectifs, voilà. quoi, en gros. Donc là, non, parce qu'en vrai de vrai, les gens ont cette image-là du Jamel Comedy Club. Ouais, t'as fait le Jamel Comedy Club, donc après là, ça y est. Bon, en fait, tu fais le Jamel Comedy Club, une fois que t'as fini tes 7 minutes, tu sors dehors, t'es dans la même situation que quand tu joues au Café de Paris. J'allais dire, c'est un comedy club, il y a rien qui se passe. Juste, tu l'as fait, quoi. Mais oui, mais ça, tu sens par contre que ta courbe elle est comme ça, que t'es pas comme as. C'est quand même un step up, quoi. Voilà, donc t'es en step up, donc tu dis bon, si j'ai fait ça, je suis dans la même galère, là je rentre et j'ai 400 balles, mais j'ai fait ça, donc en fait ça m'a donné plus d'espoir pour la suite. Mais ça m'a pas donné plus, c'est pas un truc où tu dis ça m'a ouvert plus de portes et tout, honnêtement pas plus que ça sur les premiers moments. Après sur la longueur oui, mais sur les premiers moments non, tu vois rien, quoi. Ouais, et du coup, après ça, qu'est-ce qui te fait un peu exploser Bah après, je le fais pendant 1 an. Parce que faire une fois le Jamel Comedy Club, il y en a plein qui l'ont fait, qu'on n'a jamais vu. Ok. Ce qu'il faut quand tu fais le Jamel Comedy Club, c'est que je le fais pendant 1 an déjà. Et après, je commence à rentrer dans le système des comédie clubs de Paris. Parce que les vrais comédie clubs de Paris, c'est le Fridge. Ça s'appelle le Fridge, le Paname. Le Paname, c'est un vrai comédie club de Paris qui est là depuis 13 ans, 14 ans, qui est un comédie club où tu peux arriver à 16h, dire je suis jamais monté sur scène, et on te dit il y a une salle en bas, tu vas, il est 16h, donc il y a 10-20 personnes. C'est ça un comédie club. Le Jamel Comedy Club, c'est déjà un truc, si tu arrives là-bas, c'est déjà que tu as prouvé ailleurs en fait. Donc c'est pas je le mettrais pas comme un endroit de formation en fait. Ça veut dire que t'arrives, t'as déjà ton 5 minutes, quoi. T'as déjà un bon 5 minutes. Parce que sinon tout le monde ferait le Jamel Comedy Club. T'arrives, t'as déjà rôdé pendant 4 ans, 5 ans dans des comédie clubs de Paris, dans des petits comédie clubs, t'as déjà galéré.
en fait, quand tu arrives au Jamel Comedy Club. Est-ce que le Jamel Comedy Club, c'est quand même l'endroit où il faut pas te casser la gueule, justement? C'est-à-dire que tu dois arriver avec un truc solide parce que c'est un passage. Est-ce que ça peut te porter préjudice si tu te. Honnêtement, moi je trouve pas. Demain, tu arrives au Jamel Comedy Club, tu fais un passage, c'est un mauvais passage. Ça change quoi? Ouais. Ça change. À part le fait qu'ils peuvent te dire, déjà ils sont pas cons, donc ils savent très bien que s'ils t'ont pris, ça arrive à tout le monde de faire un mauvais soir. Mais même si t'es nul au Jamel Comedy, même si tu marches pas au Jamel Comedy Club, moi j'ai plein d'humoristes que je connais aujourd'hui qui ont réussi, qui sont jamais passés par le Jamel Comedy Club, ou qui sont jamais passés par une autre porte que tout le monde va dire faut passer par là. Il y a rien qui est grave dans l'échec. En fait, déjà il y a un truc qui est simple à savoir. Que je dis souvent à des gens qui commencent, qui me disent mais comment, ouais, j'ai peur de poster ça et tout. Quand tu fais un bid ou quand tu fais une vidéo qui marche pas ou quand tu fais un mauvais passage, sur le moment t'as honte ou ce que tu veux, mais tout le monde l'oublie. Quand tu fais un buzz ou un énorme succès ou un truc qui est génial, ça reste. Donc en fait, à partir du moment où tu penses comme ça, même si tu fais un truc nul, c'est pas grave, ça change quoi? Tu as fait un truc nul, quoi, c'est tout, tu te barres, tout le monde t'a oublié. Hein. Salut, c'était Anthony Bolo. Si t'as fait de la merde, le mec est rentré chez lui et 2 heures après, il t'a oublié. Par contre, si t'es Anthony Bolo et que t'as fait un truc de ouf et que t'as marqué les annales dans ta vidéo, elle fait des millions de vues. Là, tu deviens quelqu'un, mais tu deviens jamais une grosse merde aux yeux des gens quand ta vidéo, elle a fait 2 vues et qu'elle est nulle. Ouais. En fait, tu deviens personne, tu restes personne. T'habilles juste devant les gens de la salle au voilà, final. Quoi. Le reste, c'est pas grave. Tu restes personne. Quand est-ce que tu commences à faire un peu de télé? C'est longtemps après le Jamel? Je commence à faire un peu de télé. Ma première télé, je crois que je commence avec Cyril, hein, je crois que c'est Hanouna. Je fais La Grande Darka, une émission qui était une fois par semaine. Et après, on fait La Grosse Rigolade. Qui est une émission de blagues là, qui cartonne avec Boujna, avec Gad et tout. Donc je fais 2 ans de télé avec Cyril. Après je fais un peu de télé avec Arthur, Vendredi t'es permis. Après je bosse chez Quotidien mais en tant qu'auteur. Pour Camille Lelouch? Ouais, pour Camille Lelouch sur ses face cam. Et après je fais, en plein Covid, j'intègre l'émission de Ruquier, on est en direct sur France 2. Et donc là ça c'est un step-up parce que ça, tu commences à arriver dans une émission où ils vont t'appeler d'une seconde à l'autre pour faire 3 minutes d'une chronique. Il faut qu'elle ait un sens devant 1 million de téléspectateurs en direct. Là, tu te dis, ok, c'est pas t'es dans une émission et tu dis, ah ouais, le gars est tombé, et truc, et ouais, c'est super, et on passe et il y a d'autres invités autour de la table. Là, t'arrives, tu vas déballer un truc. 3 minutes. T'as ton 3 minutes. À la télé, là si t'es performant, ça peut changer quelque chose à ta life. Et inversement, c'est celui aussi si tu te casses la gueule. Voilà. Et là, si tu te casses la gueule, tu feras toujours 1 million de téléspectateurs. Ouais. Donc là, c'est dangereux. Là, la suite pour les médias, ouais, ça peut flinguer ta carrière. Oui, là, t'es dans des problématiques où tu vois où des mecs se sont grillés leur carrière comme ça, en arrivant en faisant un truc trop grave, ou en étant trop nul trop de fois, ou en prenant des sujets qu'il faut pas. Là, t'es dans un truc où, dans tous les cas, je te dis. Là, si tu fais un bête de passage, il y a 1 million qui va voir. Là, si tu fais un passage de merde, il y a 1 million qui va voir. Donc là, tu dis, là ok. Là, il y a la vraie pression. Là, ça peut être chaud. Ouais, là, il y a la pression. Et toi, c'est ça qui change la donne, tu penses? Moi, franchement, je fais 1 an, ça se passe super bien. Et de là, mon spectacle, ça s'enchaîne bien. Franchement, ouais, c'est une émission qui a été vraiment importante pour moi, je pense. Ouais, c'est un tournant. Ouais. Est-ce que t'as une anecdote comme ça pendant 1 an, j'imagine? Pendant 1 an, t'as une anecdote d'un moment qui est genre un peu dur ou... Ouais. Bah, là, en plus, vous pouvez le voir. Hein, toutes les chroniques, elles sont sur Internet. J'en ai eu plein. Déjà, faut savoir que moi, quand je suis pris dans cette émission-là, on est pris à 4 humoristes. Au début, ils ont une idée. Ils nous disent on va vous mettre au bar et de temps en temps dans l'émission, vous réagissez. Ils font ça une émission, ils voient que ça marche pas. D'un coup, ils nous disent bon, finalement, les 4, vous allez venir avec une chronique. On vient les 4 avec une chronique. Bon, il en reste 3, il en reste 2, il en reste 1. Finalement, je suis resté, j'étais tout seul. Je dis bon, ok. Et donc là, je commence mes chroniques toutes les semaines. Mais le problème, c'est qu'on est en plein Covid. Il n'y a pas de public. Donc il n'y a pas de rire. Donc maintenant, il y a 6 personnes qui ont accompagné un artiste, 8 là-bas, truc et tout, qui ont un masque, qui sont à 8 mètres les uns des autres. Et donc, tu n'as pas de rire. Et moi, je suis au bar et j'interviens au moment de l'invité politique qui sont en campagne. Bruno Le Maire, nanana et tout. Et donc, en fait, il faut que je fasse rire Ruquier, quoi. Parce que si Ruquier rigole pas, personne rigole. T'as 0 retour au final. T'as zéro retour, tu sais pas voilà, comment. Ou sinon, il faut que moi je rigole, quoi, tout seul, quoi. Et là, c'est malaisant. Voilà, donc j'en fais avec les invités de plateau qui rigolent et tout. Et un jour, j'en fais une. Non, j'en ai 2 qui sont un peu durs.
Non, j'en ai 3. Vas-y. J'en ai on kiffe. 3. J'en ai une déjà qui est avec, c'était avec Bruno Le Maire, qui était ministre de l'économie à l'époque. Je vais le voir dans sa loge avant, parce que je comprends qu'en fait les mecs, faut quand même aller les voir pour leur expliquer et tout. Je vais faire des vannes et tout. Là. Donc je vais le voir dans sa loge avant. Et je lui dis, ouais, bon, écoutez, je dis la semaine dernière, on a reçu, je sais plus c'était qui. Ségolène Royal ou je sais plus c'était qui, je me rappelle plus. Je dis j'ai fait des vannes et il y a des trucs où elle a pas rigolé parce qu'elle pensait que je lui dis là c'est. Elle m'a dit oui mais vous inquiétez pas, j'ai tout vu, vous inquiétez pas, moi j'ai beaucoup de second degré et tout. Je me dis bon j'en mets le mec, tranquille tu vois. Allez, j'ai la porte ouverte. J'arrive et tout, chronique il m'appelle et tout, première vanne que je fais et tout, c'était je crois qu'il y avait Paris ou la France je sais plus quoi. Et je lui dis je dis en gros c'était pendant le Covid, je dis putain mais je vois plein de milliards qui tombent, on a mis 1 milliard dans la santé, 2 milliards dans les vaccins, truc. Je dis vu que vous êtes ministre de l'économie, je dis pourquoi vous prenez pas 1 milliard demain et vous mettez but de Mbappé cote à 2 sur truc. C'est une vanne. C'est ce qu'il me répond. Et alors que le mec il m'a Contrôle fiscal. non. Je ne prendrai jamais l'argent des Français pour Putain. parier. Ouais, parce que C'est possible le gars. Mais ça c'est la peur. Est-ce que c'est pas la peur aussi, tu vois, c'est tu sais, génial. on Tu sais, va- le mec, il s'est dit, il faut que les gens sont trop cons pour penser que c'est une vanne. Alors je vais leur non mais c'est dire ça, que il veut prendre 0 risque et il a peur peut-être du cut, il a peur du cut. Peut-être parce que j'y ai pas pensé à ça. Peut-être qu'il se dit que c'est les gens qui sont trop cons. mais donc si je faut veux pas prendre le risque que les gens En tout pensent- cas, imagine, j'espère donc, qu'il ait pensé. Enfin, ça me désole pour les Français qu'il ait pensé ça, mais j'espère qu'il a pensé ça et qu'il a pas répondu mais genre il y a premier vraiment degré. zéro sourire quand il le dit. Je n'utiliserai pas l'argent des Français pour mettre de l'argent sur but de Mbappé ou je sais Et tu sais, plus, et genre comme ça. j'imagine trop si Et ça moi, revient tu sur vois ton mon regard à ce incrédule- moment-là, incrédule. je le regarde comme ça, je fais ah ouais. Ah ouais, bah dans ce Ah cas ouais, sur un t'es but ce de genre Giroud, de Bruno Le sur un Maire, but toi. de Mais Giroud. qu'est-ce que tu veux que je te dise à ce moment-là? Je peux même pas lui dire non, mais c'est une blague. Hein. Oui, c'est sûr que c'est une blague. Ah, mais bon, juste pour ça, pour les vannes qui vont arriver après, c'est du second degré, monsieur le maire. Donc ok, Ah et ouais. t'as réussi à continuer ta chronique Après, comme j'ai ça. réussi à continuer ma chronique. Après, j'en ai une autre aussi. Il me ramène un mec, il me ramène le Dalai Lama là. Tu sais, il y a un Dalai Lama français là. Ah oui, Ricard. Ouais, Ricard. Il s'appelle Ricard en plus. Non, il s'appelle vrai. il s'appelle Ricard. Écoute, moi, je fais une chronique devant lui. Je sais pas s'il est en train de faire du yoga ou quoi. Il m'a pas calculé C'est sa vrai chronique. Et à un moment, je sais plus quoi. Je lui dis, vous avez de la 4G en haut là, dans la montagne, je sais plus quoi et tout là, là. Et il me regarde, il fait ça. Putain. Je dis, ok. Oh putain. C'est Ça c'est dur. du Ah, c'est malaise. c'est Ça c'est dur. du semi-malaise. Et la quoi. dernière qui m'a fait vraiment. Mais j'ai trouvé la bonne vanne et c'est bien rebondi. Je fais devant la patronne des chandelles. Ruquier, il a Bien sûr. Ah oui, bah oui, la les patronne chandelles. des C'est chandelles. les trucs pas échangés. C'est- Ouais, c'est un le club échangiste échangiste de club Paris, échangiste de Paris. Donc moi je connais pas truc, je m'informe un peu. Tu connais je pas, regarde, je t'ai vu au chandelles. Allez, je connais pas très bien. voilà. Non, mais je connais pas et donc je m'informe Ok. et tout. Donc je commence à faire une chronique en plus sur l'échangisme. Donc je vois le candolisme, les trucs, t'échanges ta meuf, tu kiffes voir ta meuf, truc. Donc je commence à faire des trucs et tout comme ça. Pendant toute la chronique, c'est comme si là je te parle et pendant toute la chronique, elle est comme ça. Ah ouais. Et je lui dis, eh, donc vous avez vu candolisme? Et je dis, putain, mais. Et là je trouve la bonne vanne qui fait qu'elle rigole et elle se retourne. Je dis, putain, mais c'est. Je dis à Ruquier, mais c'est comme The Voice ici. Elle attend une bonne vanne pour se retourner. Et là, Et là, elle a Et là, elle se rigolé. retourne, elle rentre un peu dans le délire et tout. Mais j'ai vécu des moments là-bas, j'ai vécu des moments incroyables. Mais j'ai vécu des moments de solitude. Ça me rappelle, tu sais ça me rappelle il y a 15-20 ans, c'était le truc de Bern 20h. Stéphane Bern. Stéphane Bern, il avait fait sur Canal, tu sais, à l'époque. Et il y avait, comment il s'appelle, qui venait faire sa petite chronique là. J'ai pas du Je sais tout cette plus. émission. Bon, voilà. Et cette anecdote tombe complètement à plat. Voilà. Voilà. Bah, C'est j'ai ta- pas les noms, Ça, j'ai c'est pas pour- les c'est noms, pour ça qu'on j'ai fait pas de les la noms, radio. j'ai pas les noms. C'est pour Mais ça qu'on fait de la rappelez-vous de ça. radio. Rappelez-vous de ça, c'était pareil. Ça, on fera un short là-dessus, hein. Tu notes? C'était On pareil. fera un Ah, short. on va le mettre comme ça. Rappelez-vous, les couplé gars, avec- rappelez-vous de couplé- cette anecdote avec. Stéphane Je me rappelle Bern. plus ce qu'il a. Pas Stéphane comment Bern. il s'appelle. Et d'ailleurs, je me rappelle même plus ce qu'il a dit. Mais Et l'anecdote, elle finit comme ça. On est dans quelle émission là C'était vraiment. Non, putain, comment il c'était s'appelait super. celui qui allait trash les mecs un peu là On l'aura putain, pas. qui est mal coiffé là, putain. Edouard Baird. Non. Qui est mal coiffé. Il avait fait un Stéphane truc Guillon. à Lyon, Stéphane Guillon. Ah, Stéphane. Il avait fait, Ah, il avait ok, fait ouais. et les mecs, genre il y a une fois, il y avait, je sais plus, le chanteur là qui avait, il avait carrément sorti son journal
et il lisait son journal pendant que Claude faisait sa chronique. Ouais, parce qu'il était réputé pour être ultra cinglant et donc il y en a qui le détestaient en fait. Il était très dur. Ouais, il était. Bah, d'ailleurs, je crois Castaldi, il est là en ce moment. Je crois qu'il y a eu un. C'est un petit clash. C'était bien clashé. Pour rebondir sur Canal, t'as participé à la création de Terminal. Ouais, c'est ça. Qui est sorti là il y a un mois, ça a commencé à peu près. Ouais, c'est ça. Ça se passe comment la genèse un peu de ce projet La genèse de ce projet, ça se passe de. Bah, moi, je travaille avec Jamel. On écrit le gala du Jamel Comedy Club avec Paul Mirabel à l'époque. Et puis, ça se passe super bien. Le patron de Canal, Maxime Saada, est très content. Et donc, Jamel nous dit est-ce que vous voulez bosser avec moi sur un projet et tout. On dit ok. On dit bon, on fait quoi? Il dit bah, je sais pas, mais j'ai envie qu'on bosse ensemble. Et de là vient l'idée de refaire une sitcom. Nous, comme en plus on était fans de H et tout à l'époque, on se dit putain, ce serait charmé de refaire une sitcom avec la nouvelle génération dans un nouvel endroit. Jamel il dit ouais, charmé, top et tout, truc et tout. C'est notre inspiration de base, mais je voulais pas que ça soit un élément de com ou de marketing pour pas qu'on souffre de la comparaison. Pas le nouveau parce H, que, quoi. Parce que le problème c'est que tu ne feras jamais aussi bien que H. C'est comme si demain t'écris un film sur un bateau qui coule. Si il est bien et que tout le monde dit ouais mais c'est pas Titanic. Hein. Ouais bah oui. Attends, celle-là tu l'avais préparé, c'est pas possible. Elle est trop bien l'analogie. Non, c'est toujours ça. Non, mais tu peux pas. Mais nous on s'est inspiré de ça et donc derrière. Moi, comme je bossais à l'aéroport un peu avant, je dis putain, mais l'aéroport c'est charmé parce que c'est un peu comme l'hôpital. C'est un endroit qui nécessite de grandes responsabilités. Et si tu le fais tenir par des irresponsables, ça peut être drôle pareil que H. Ouais. Le pari de cette nouvelle sitcom-là, c'était de refaire un tournage en public avec des vrais rires. Ça veut dire que c'est soit c'est charmé, soit ça peut paraître un peu ringard. Aujourd'hui, tu as plein de gens qui te disent ouais, pourquoi il y a des rires, pourquoi il y a... Oui, c'est le pari du truc et moi je trouve que ça fonctionne bien, la série elle cartonne en tout cas. Mais on voulait pas que ça souffre de la comparaison avec H parce que tu veux jamais que ça soit comparé à un mythe, une sitcom comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on a développé cette série. On a écrit pendant 2-3 ans. Donc toi, tu participes à l'écriture derrière et pareil, est-ce que tu as participé un peu les castings, ce genre de choses, tu as ton mot à dire parce que vu que tu écris. Non, moi à l'époque j'ai 25 ans, 26 ans. Déjà j'ai écrit une série qui peut potentiellement se faire sur Canal. C'est très bien. C'était il y a combien de temps du coup? C'était il y a 3 ans, 3-4 ans. Ok, donc c'est un projet qui a quelques années. C'est il y a 3-4 ans. C'est déjà énorme, j'ai pas trop mon mot à dire. Derrière Jamel, il est là. Oui, parce que quand le projet en main et puis voilà. Quand t'écris, t'écris des vannes, c'est des sketchs au final. C'est quand même important. Enfin, moi j'y connais rien, tu vois, mais de me dire. Bah tu vois, c'est tel acteur qui joue ou telle actrice. Non, parce que nous, quand on crée la série, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu crées une série, t'écris pas les épisodes déjà au début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sketch. T'écris ton lieu de tournage, ton idée de série, t'écris des synopsis, t'écris des pitchs, t'écris des personnages. Donc Cindy, elle sera comme ça. T'écris tes petits pitchs d'épisodes. Tu montes un dossier de 40-50 pages et c'est avec ça que tu vas avoir une chaîne. Quand la chaîne te dit OK. Là, tu fais rentrer pool d'auteurs qui écrivent des épisodes, des ceci, des cela, selon la Bible, ce qu'on appelle la Bible de ta série. Donc nous, ce qu'on a créé, c'est ça, c'est la Bible. Et après, derrière, les auteurs qui sont rentrés, qui ont commencé à écrire les épisodes, les ceci, les cela. Mais non, mais moi, à 25 ans, j'ai pas la prétention de leur dire... J'ai fait un casting, moi, parce que quand tu vends une Bible, tu fais un mood board, ce qu'on appelle un mood board, donc tu mets des gens que tu imaginerais bien dans le rôle de Cindy, de Clara, de machin bidule chouette. Mais à aucun moment tu vas arriver, tu vas dire ah, les gars, on prend lui, t'as 25 ans, calme-toi. T'avais déjà mis des noms, t'avais mis qui déjà Bah j'avais mis toute la nouvelle génération. Moi je voulais faire tourner un peu, je voulais faire tourner un peu les Alban, Ivanov, Inès Reg. J'avais mis Paul Mirabel, truc et tout. Vraiment toute j'avais mis vraiment la nouvelle on avait mis toute la nouvelle génération, mais c'est un mood board, c'est pour se faire une idée en fait. En fait, ce qu'on voulait juste dire, c'est que c'est une sitcom jouée par les nouveaux gars, quoi. Ouais, ok. On va quand même un peu parler de poker. Ouais, parce bah que, de quoi T'es passionné de poker? Passionné de poker, ouais. Depuis longtemps? J'ai commencé à 18 ans, je savais jouer. Il a bossé le speech. Rien. Il a commencé à 18 ans. Non. J'ai commencé à 18 ans, je savais jouer, mais je comprenais rien. Ok. Puis après, j'ai compris au bout d'un moment. Comment ça, tu savais jouer, mais tu comprenais rien? Je savais jouer. Parce qu'il a pas joué à 18 ans. J'ai compris les règles. Ok. Ah.
Genre, je comprenais les règles, quoi. Je savais que ça faisait une paire, je savais un D'accord, brelan, ok. quoi. Voilà, Mais c'est pas tout, plus, quoi. Tu as pas... Ouais, voilà, donc je jouais, donc de temps en temps, même je gagnais, tu vois. Alors, je faisais un peu de cash C'est la beauté game de ce et tout. jeu. Voilà, c'est la beauté de ce jeu. Et après, j'ai compris au fil du temps qu'il y a des mecs qu'on voyait tout le temps. Enfin, peut-être pas gagner, parce que gagner c'est autre chose, mais genre qui faisaient tout le temps sur les tournois ITM et tout. Donc je me dis, putain, mais en fait, il y a un vrai délire où tu peux savoir jouer pour vraiment gagner, quoi. Enfin, pour être dans les gens qui gagnent, quoi. Mhm. Donc de là, j'ai commencé à m'intéresser, à apprendre deux, trois trucs, regarder des vidéos, demander à des gars. Après, j'ai commencé à jouer beaucoup aussi, j'ai fait beaucoup de tournois. Et non, Plutôt non, live que online. plutôt live qu'online, ouais. Mais j'ai joué pas mal online, mais genre sur Wina, des petits trucs, des petits tournois de... C'est quoi ton spot en live? T'es parisien? Ouais. Du coup, tu joues? Beaucoup Circus, parce que c'est ceux qui font le plus de c'est là où il y tournois a le plus aujourd'hui. de tournois. Mais j'ai joué pas mal au PEC aussi cette année, mais là ils ont arrêté les tournois. Ouais, ils ont arrêté les Enfin, tournois, Ils ouais. ont gardé que le Ok. Monster Stack le mercredi. Voilà, Circus. Beaucoup. Et tu joues à quelle fréquence? Franchement, je joue pas mal. Hein. Ah ouais? Honnêtement, Ouais. je joue pas mal. Hein. Tu, Ouais. tu fais des festoches un petit peu comme ici, tu te déplaces de temps en temps sur le circuit ou J'ai pas? fait la première fois que j'ai fait ça, c'était l'année dernière. Je suis parti à Barcelone Le PT? pour le PT, ouais. Mais En j'ai plus, pas t'as fait le pris un, PT. t'as pris T'as un fait gros. quoi? T'as ouais, fait la J'ai cup? fait, j'ai fait l'Estrella, ouais. J'ai Ouais. fait Oui, c'est l'Estrella là-bas. Je fais Day2, j'étais ITM, j'étais content. En plus, Allez. ils sont énormes les Estrella pendant Ah le. ouais, il était Ouais. magnifique. En plus, ce qui est fou, c'est que je suis sur l'Estrella, je fais Day2 et donc je regarde ma table et je vois, je fais une table de fou. Je sais pas, un mec. T'as les noms? T'as qui? J'ai Edouard Barzeguian, je crois, un truc comme Barzagian, une sorte de gros russe qui a genre 15 millions de gains, je sais Ok. pas quoi. Barzagian, je sais plus comment il s'appelle. Ok, je l'ai pas. Bref, 2-3 noms comme ça que je regarde, je vois qu'ils ont tous genre 1 million et tout, donc je me dis bon, ok. Et donc c'est la pause clope et tout. Je suis bien en plus, genre je dois avoir 40 blindes, un truc comme ça. Et je vais fumer une clope et je vois Lucien. Mick Terrosian? Lucien Cohen? Non, Non, t'as ok. raison. Je vois Lucien Cohen. Et je dis putain, je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit bah moi je joue un peu au poker et tout. Je lui dis bah je savais pas, parce que moi Lucien je l'avais vu à l'époque, je l'avais connu avec Cyril Hanouna. Il y a longtemps. Parce Ah oui. que, ouais, ça- Quoi? Ouais, tu sais, lui, c'est un vrai truc, son truc de Ratman. Bah bien sûr. Ouais, bah. Ouais, donc Cyril l'avait invité une fois sur les trucs de rat, bref, et je l'avais déjà vu, je l'avais déjà croisé, mais je savais pas qu'il jouait au poker. Mais il a gagné. Mais ça il a fait gagné longtemps. le PT. Ouais, Il a je sais. gagné le PT. Mais ça ouais. fait longtemps, je joue, il m'a dit là, je jouais plus, il m'a dit je suis venu faire le. Ah, c'est celui qui a gagné en Ouais, plus. hein. je suis venu celui faire qui les gagne. Strela et tout. Je dis ah ouais, et tout. Bon, moi je retourne à ma table de Barzeguian, Méguian, Et Babaguian. de toute façon, tu l'entends, Lucien, Ouais, quand même, dans la ah ouais. salle. Ouais, C'est bah c'est oui. un spectacle. Ouais, mais sauf que là, il reste encore. Là, t'entends personne. 2000 il reste, joueurs, ouais. 2000 joueurs. Donc là, je joue et tout. Bon, bref, je bust et tout. Je rentre à Paris et tout. Et à un moment, je me dis, bon, vas-y, j'ouvre la table Télé. finale sur En PS. streaming. Tu vois. Et je vois Lucien, je dis, putain, le truc de fou. Je dis, putain, le mec, il est Et parti il jusqu'à a là. gagné. Alors qu'il m'a dit, je suis venu, je m'en battais les couilles. C'est Mais toujours tu comme sais ça. que- C'est toujours comme ça. Tu sais que juste pour la petite anecdote, quand il gagne le PT, C'est le PT Deauville qui l'a il a gagné. gagné le PT Ouais. Deauville, il part et sa femme, il lui promet qu'il va pas jouer là, qu'il est parti pour un truc de business et il va jouer et quand il gagne, genre il apprend à sa femme qu'il a gagné, mais sinon il avait pas le droit d'aller Bah jouer. oui. Tu vois. Ça, Ouais, c'était- ça va, quand t'as gagné, ça passe, tu vois, mais. Comme ça, c'est des histoires, ça une fois sur 1 million. Normalement, en général, le Parce mec que là, il tu fait- peux partir et pas dire à ta femme, tu vas pas gagner. Ah, On va c'est- essayer, on va essayer. Et ici, Marrakech, c'est ta première fois? Ma deuxième fois. Ok. Et Pour le Six Mix premier- aussi Ouais. Deuxième 6 mix. Deuxième 6 Mix. Et c'est quoi un petit peu le programme là du Bah festival? demain, je vais faire le main. Allez. On va essayer. Hein. J'ai jamais réussi à bag ici. Je sais pas ce qui se passe. C'est ce que je Tu l'as disais tout fait, à l'heure. tu l'as fait une fois. Non mais l'année dernière, oui. Mais bon, je l'ai fait l'année dernière. Je l'ai fait Ah, trois boulettes quand même. après, Ah ouais. il y a plein de styles différents parce qu'ici, t'as les Espagnols, les Français, les Marocains. Ouais, mais faut c'est un peu t'adapter, c'est bizarre, pas simple. tu vois, c'est un peu bizarre parce que t'as le côté aussi un peu... ce que je lui disais tout à l'heure, j'ai l'impression que tu prends personne au sérieux, il y a un truc de rigolade bizarre. T'as l'impression que t'es dans une festoche où il y a des gens qui jouent... Il n'y a pas le côté sérieux comme j'ai pu retrouver Ouais. dans d'autres festivals. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime ici. Hein. Mais il y a un truc bizarre où t'as du mal à prendre au... Donc du coup, t'as du mal à croire même des mecs qui font des moves bizarres. Tu vois, hier, je me suis fait vraiment attraper comme un... Bon, c'était sur le sprint, on s'en fout, mais je me suis vraiment fait attraper comme un bleu. C'est qu'en fait, on commence le sprint, il y a un mec open, et il y a un mec qui veut raise, mais qui met qu'un jeton, tu vois, bon, qui fait l'erreur Putain, il basique, tu La vois. classique, la Ouais, classique. il fait l'erreur classique, et le mec il dit non, mais j'ai raise. Non, il dit non, one chips, it's call, One chip. t'as call, c'est tout. Il dit ok et tout, et donc moi j'ouvre, je suis en SB, j'ai 2-8, tu vois. Tu relances. Et Bah je non. relance. Non, je relance. Ouais, et, mais- et à côté de moi, il y a un mec qui me fait un move de 2002, mais je me suis dit, il va tellement jamais faire ça que il l'a fait. C'est que quand il voit tout ce qui s'est passé, en fait, il y avait c'était brouillon à table. Il regarde, il va pour jeter.
et il les garde comme ça Et il relance. et il me fait tapis. Tapis alors Ouais. que c'est le début de tournoi. Non, pas- on est genre, ouais, mais bon, on est à un quart du tournoi, mais Ok. bon, on est déjà en Genre moyenne. 40-50 la moyenne, dips. c'est T'as déjà combien de 10 blindes toi là à ce moment-là? Là, à ce moment-là, j'ai. 30 Moi, blindes chauve. Ouais, moi, c'est un à ce moment-là, gros j'ai chauve 30 qui fait quoi 30 blindes. 30 blindes. Et lui, chauve. Donc l'autre, qui voulait raise mes couilles et trucs, il fold. Et l'autre il Et t'attrape avec moi, deux as. je me dis, putain, mais là, je suis pas. Le coup est trop bizarre. Toi, Bon, tu je me l'as dis, vu qu'il voulait folder quoi. Ouais, Tu l'as voilà, je l'ai senti. vraiment vu, quoi. Ouais. Je l'ai vraiment senti, tu vois. Donc là, je me dis, bon, après, il peut avoir une main qui a pas trop envie de genre As-Valet, As 2, As-Dame. As 3. Si t'as envie de Ouais. jeter. Ouais, ou des As comme ça, tu vois. Des As suités, As 4 suités, trucs comme ça. Où je me dis, au pire, je vais tomber contre As-Roi, tu vois. Ah, Donc j'y je crois. call, je Ah, m'en fous, c'est le sprint en plus. Je sais très bien que c'est des structures, il faut monter des jetons parce que Faut dans 2 prendre, minutes. faut gamble. Ouais, faut gamble, tu vois. Ça sert pue à les rien, as, y a ça pas pue les rien as, à moi. réfléchir. Ouais, j'ai le truc, il m'ouvre 2 rois comme Deux ça. rois, Je me dis, putain, c'est- il m'a fait un coup de 2002 de Ça genre c'est de faire vraiment tourner c'est le joker. les vieux Les coups de vieux lifetime. briscards là. les coups de ouais, lifetime. ouais. Ah, ils sont forts des fois. Hein. Ah ouais, mais sauf que moi, quand je suis dans le sprint, je penserais jamais à faire un coup. Ce coup de vis là, il est nul. Ouais, il est pas Dans le ouf. sprint, à 23h, faire semblant que tu vas j'avoue. test 2 rois. Bon, je m'en bats les couilles, le mec bien joué, tu vois. Tu fais pas le 8, tu fais pas le 8. Je fais pas le 8. Ça, normalement, Karma, tu fais le 8. Normalement, je fais pas le 8, mais je fais genre, Penalty, 7, tirage 9, 15. 10, Ouais, oh là genre là là. dégueulasse. Il a vibré quand même. Ouais, ouais. Il a vibré un Genre, peu. je l'ai senti à côté de. Putain, je vais me faire punir là. Eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir Bah, passé merci à vous, ce merci, moment c'était avec sympa. nous. On te souhaite plein de bonnes choses. Et pour, de bagues, un premier bague déjà. Un On te premier souhaite bague, un voilà, premier on bague. souhaite un D2 déjà, ce serait pas mal. un petit D2, voire un D3, voire Ah bah ouais, qui ça sait. serait beau. Vous allez jouer vous? Lui, il a J'ai joué. joué une boulette dans le main, j'ai pas dépassé le starting pour l'instant. Ouais. Donc demain, je remettrai une boulette. Ouais. Ah bah voilà. Moi, je fais l'arbitre, moi. Fera comme toi, premier bague, on va essayer de bague. Bon, c'est bien. Et écoute, et puis plein de bonnes choses pour tous tes projets à venir. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et longue Et, vie à Terminal du coup. Bah ouais, longue vie à Terminal et puis longue vie à vous, hein, longue vie à Club Poker. Hein. Longue vie à toi, Merci longue vie à tout le beaucoup. monde. Mais à longue vie à tout le Aimons-nous, on monde. vous embrasse. Et puis merci à tous ceux qui ont permis de réaliser cette émission. Clovis qui est en train de bailler. Il y a Clément qui est en train de se réveiller. Il s'est réveillé. Laurent Dumont à la sandwicherie. Laurent Dumont qui vit sa plus belle vie à la sandwicherie et toute l'équipe de Winamax et du SAD qui nous a régalé comme Vous êtes au d'habitude. top. Nous on se donne rendez-vous pour la première fois en studio depuis un mois, Un mois. dès la semaine prochaine et puis je vous embrasse. Changez pas, restez vous-même. Salut Bisous tout le monde, ciao, ciao. Ciao.